phrase d'Olivier Milleron, médecin, membre du collectif Interhôpitaux, qu'on recevait dans un précédent live. Soyez les bienvenus dans un nouveau live, toujours en direct du Parlement européen, avec Pierre Larouturou, qui a entamé sa 3e semaine de grève de la faim. Pierre, comment ça va? Quelles sont les nouvelles? Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Ça va très bien. Je vois le médecin du Parlement tous les jours. Il me dit qu'il faudrait que j'arrête assez vite, mais tout va bien. Pour le moment, tout va bien. Les analyses de sang sont très bonnes, mais il me dit que si je prolonge trop longtemps, il y a le risque de faire des malaises et comme je n'ai pas envie d'aller encombrer les hôpitaux qui sont déjà très très pleins, mon but est plutôt de donner plus d'argent aux hôpitaux que plus de malades. Donc il m'a dit qu'il ne fallait pas durer plus d'une semaine, qu'il fallait que je m'arrête dans les prochains jours. Mais déjà, les échos sont très bons. On a plein de gens qui s'intéressent au débat, qui veulent nous aider. Donc, de toute façon, on continue le combat. Mais vraiment, la santé est bonne. Et puis, on en parlera tout à l'heure. On a adopté aujourd'hui au Parlement européen un rapport très important sur le financement du pacte climat qui nous donne de nouveaux arguments, puis ce sont nos idées qui sont au cœur de ce rapport. Et donc ça, on en reparle tout à l'heure. On continue le combat aussi, on rappelle, combat pour la taxe sur les transactions financières qui permettrait de rapporter environ 50 milliards d'euros par an pour, entre autres, financer les soins de santé, mais aussi plein de choses super utiles, la mobilité, la transition vers le climat et donc créer de l'emploi. Mais là, tout de suite, on a Mathieu Ricard qui est déjà prêt. Mathieu Ricard, biologiste de formation, devenu moine bouddhiste tibétain. Bonsoir Mathieu, bienvenue. Bonsoir Pierre et bonsoir cher ami, je suis ravi de vous rejoindre. On est très heureux aussi de vous accueillir. Mathieu Ricard, comme première question, j'avais envie de repartir d'un ouvrage récent que vous avez coécrit avec Christophe André et Alexandre Jolien, l'abécédaire de la sagesse. Dans quelle mesure la taxe sur les transactions financières serait une décision sage, selon vous? Mais absolument, parce que la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est justement d'avoir du discernement et d'être le plus près possible de la réalité. Et c'est ça la sagesse. Le contraire de la sagesse, la folie, c'est d'inventer n'importe quoi, d'être de n'importe quelle opinion et d'agir de manière inconsidérée. Donc la sagesse vous mène à parler et à agir de façon juste et à ne pas simplement être centré sur vous-même ou sur des intérêts limités. Donc alors moi, je ne suis pas un homme politique. Comme je dis parfois, je suis ni de gauche ni de droite, je suis tout rond. Par contre, je suis passionnément concerné par le sort de la planète, par le sort de la pauvreté au sein de la richesse, des inégalités sociales, parce que ça fait partie du combat de la bienveillance et de l'altruisme, bien sûr. Pierre? D'abord, très heureux que Mathieu soit avec nous. Voilà, c'est lui qui nous a contactés. Ça fait des années que j'avais envie de dialoguer avec lui, donc très heureux. On a commencé hier, on a eu une demi-heure de discussion. Et déjà, il disait qu'effectivement, il y a en conscience que c'est juste normal. Enfin, je ne vais pas déformer vos propos, vous le redirez, mais c'était très bien que, évidemment, s'il y a besoin d'argent pour les hôpitaux, pour le climat, pour lutter contre la pauvreté, oui, on peut demander un petit effort à ceux qui spéculent. Et Mathieu disait en plus qu'il y a des spéculations qui sont vraiment absolument inutiles pour l'économie, qui sont absolument dangereuses. Parfois, c'est des ventes d'armes, parfois, c'est du proxénétisme. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc oui, il n'y a pas de... C'est tout à fait être en cohérence avec notre conscience que de dire qu'on peut demander un effort et limiter la spéculation. Voilà, donc effectivement, j'ai découvert, je suivais son parcours et ses écrits depuis très longtemps, mais je ne l'avais jamais vu aussi hier. J'aurais dû l'enregistrer tellement il était clair et pointu sur ces questions de fiscalité. Non, mais sans rire, Mathieu, je vous l'ai dit, j'aurais dû filmer hier notre premier échange, tellement il était clair et pointu sur oui, là c'est une évidence, il faut demander un effort à ceux qui ne payent jamais et on peut taxer un peu la spéculation, quitte à réduire fortement les spéculations qui n'ont aucun intérêt économique et qui peuvent même être mauvaises pour le bien commun. Si je peux faire un léger contrepoint là-dessus, tout d'abord, il est clair que l'économie doit être au service de la société et non pas le contraire. Donc quand on voit effectivement ces transactions financières à très haute vitesse, ça ne tient absolument pas en compte l'impact environnemental, l'impact social des investissements. Enfin, c'est des algorithmes qui ne savent absolument pas ce qu'ils font. Et donc, simplement, ils essaient de saisir au millième de seconde la possibilité de récolter un petit peu de profit ici et là. Donc, ça peut être n'importe quoi. Et c'est fondamentalement le contraire de l'éthique. Alors, pourquoi une économie doit être au service de la société? Parce que si on regarde les défis du 21e siècle, en fait, c'est très difficile de relier 3 échelles de temps. Vous avez les préoccupations à court terme d'une mère en Afrique ou même en France qui doit nourrir ses enfants dans la semaine qui suit. Mais il y a aussi les investissements qui vont à toute vitesse, les cours de la bourse qui montent et qui descendent sans qu'on sache trop pourquoi. Donc le court-termisme, parce que si vous donnez des bons du trésor qui vont venir à maturité dans un siècle, ça n'intéresse personne. Donc c'est aussi les décisions opportunistes des hommes politiques, etc. Puis il y a le moyen terme. Le moyen terme, c'est finalement
comment s'épanouir dans l'existence, la qualité de vie. Donc, comment est-ce que la société se sent? Et si un pays est le plus riche et le plus puissant et tout le monde est malheureux, ça n'a aucun intérêt. Et maintenant, il y a un nouveau défi, parce qu'il y a 12 000 ans, on était 5 millions d'êtres humains sur Terre. Et bon, les dégâts, on commençait déjà à en faire, mais enfin, c'était quand même très limité. Aujourd'hui, avec la grande accélération, nous sommes rentrés dans l'Anthropocène, et presque à notre insu, parce que ce n'est pas nous, en nous levant le matin, qui disons on va détruire la planète. N'empêche que nous sommes devenus la force majeure qui agit sur le sort de la planète, de la biodiversité, des générations à venir, des 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens sur cette planète. Et là, l'égoïsme, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez, moi, mon marxiste favori, c'est Groucho Marx. Il avait dit « Pourquoi me préoccupais-je des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» C'est ce que certains chefs d'État aujourd'hui disent, outre-Atlantique et ailleurs. Donc, quand on voit ce qui est taxé sur toutes sortes de produits, que même, comme vous le disiez, je crois, dans une interview, qu'un SDF paie 5,5% sur certains avantages financiers, et que ces énormes fortunes qui s'accumulent sur des investissements et des placements comme ça, on ne peut même pas les taxer à 0,1 ou 0,01%, ça paraît aberrant. Quand on voit qu'un des principales personnes qui a bénéficié de la crise du Covid, c'est Jeff Bezos qui a accumulé 20 milliards de dollars, qui ne sait absolument pas en quoi en faire parce qu'il ne s'en sert pas pour les autres. Il aurait pu, à lui tout seul, en 3 secondes, renflouer les 400 millions de l'OMS que Donald Trump a enlevé. Ça aurait été un geste intéressant. Voilà, donc si vous voulez, il y a vraiment un déséquilibre et il faut davantage de justice sociale. Alors, juste pour terminer ce petit plaidoyer, on parle dans l'économie de la voie de la raison, c'est-à-dire la main invisible d'Adam Smith dit que si chacun s'occupe de ses intérêts, l'ensemble fera que ça marchera. C'est la fameuse main invisible. Malheureusement, la voie de la raison qui dicte donc de maximiser nos préférences et nos intérêts personnels, c'est la définition de l'homo economicus, ne peut jamais prendre en compte la pauvreté au sein de la richesse et les biens communs. Les biens communs, c'est la qualité de l'eau, de l'atmosphère, la démocratie, la science, tout ce qui fait qu'on doit sortir de la maximisation des intérêts personnels pour s'occuper du bien commun. Or là, il faut la voie du care, c'est-à-dire la voie d'être concerné par autrui, la voie de l'altruisme. Alors on peut bien dire que l'altruisme n'a pas de place dans les systèmes économiques, mais qui aujourd'hui peut dire « I don't care », en anglais ça marche mieux, « je m'en fiche du sort des générations à venir ». Or, c'est bien ce que font les décideurs et les chefs d'État quand ils n'osent pas. Je donnais un exemple à Pierre dans notre entretien. En 1965, les conseillers scientifiques du président Johnson ont présenté un rapport en disant « La génération actuelle a altéré la composition de l'atmosphère à une échelle mondiale en émettant régulièrement une quantité de dioxyde de carbone provenant de la combustion de carburants fossiles. » Ils ont fait des modèles prédisant, donc c'est déjà en 1965, il y a 55 ans, un accroissement de la température à la surface du globe, des conséquences considérables du point de vue de la biodiversité, des migrations humaines et des maladies. Et qu'est-ce que le gouvernement américain, le président ont dit? Dans 50 ans, ils ont dit revenez dans 49 ans, on verra. Donc le point de vue du on verra bien, du laisser-faire, l'humanité saura s'adapter. C'est ça le gros problème. C'était résumé par Churchill. Un homme d'État se préoccupe de la génération à venir, un homme politique des élections à venir. Donc si un président a été élu seulement pour 5 ans, il ne craignait pas une réélection éventuelle, on pourrait prendre des décisions qui s'imposent pour l'environnement, pour la justice sociale. Donc si vous voulez, ce que vous faites, mon cher Pierre, s'inscrit tout à fait dans ce combat. C'est un manque, un déni de la justice sociale, c'est un déni de l'équité. Ça devrait être quelque chose qui, évidemment, ces personnes-là qui font ces grandes transactions devraient contribuer au bien de la société. Sinon, c'est vraiment de l'égoïsme institutionnalisé. Voilà, ma tirade est terminée pour l'instant. Mais vous continuez autant que vous voulez, c'est vraiment très très bien. Juste pour aller dans votre sens, vous disiez que déjà en 65, il y avait un rapport qui montrait le dérèglement climatique. Effectivement, et d'ailleurs en 68, c'est à ce moment-là qu'on crée à 3000 mètres d'altitude les États-Unis, une filiale de la NASA et des scientifiques américains et l'armée,
vont à 3000 mètres d'altitude faire un observatoire pour mesurer tous les jours le CO2 toutes les semaines. L'observatoire de Mauna Loa, j'ai montré la courbe l'autre jour. Cette courbe, elle vient d'un observatoire qui, je ne sais pas si la régie peut montrer, c'est depuis 1958. Donc ça veut dire que 1968, pardon, 68. Donc ça veut dire qu'effectivement déjà en 65, la plupart des scientifiques voyaient le problème. Et on voit juste que la courbe est de plus en plus inquiétante. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, moi, je ne suis pas du tout un conspirationniste ou un complotiste, mais il y a un livre super intéressant et super scandaleux qui est sorti, c'est un journaliste américain, Nathaniel Rich, qui est au New York Times, et qui a fait 1 an d'enquête pour rencontrer justement tous les scientifiques de l'époque, le grand chef scientifique de Johnson dont vous parlez, celui de Kennedy, voilà, qui avait passé des week-ends à travailler pour mettre ensemble tous les morceaux du puzzle, et il montre comment en 79 pour nos amis belges, à la une du New York Times, il y avait la courbe qui montrait l'évolution du CO2 et de la température, et un rapport remis au Congrès. Et celui qui avait expliqué ça devant les membres du Congrès avait été applaudi quasiment par tous les membres du Congrès, tellement ses explications étaient simples, limpides, indiscutables. C'était fin 79. Et quelques mois plus tard, c'est Ronald Reagan qui arrive à la Maison-Blanche. Avec lui, c'est le lobby du pétrole, Total, Exxon. Et peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas, on va refaire des études. Et on a perdu 40 ans. Donc c'est vraiment choquant de se dire qu'à cause des lobbies et de leur cynisme, je ne juge pas les personnes, mais collectivement, ils sont d'un cynisme monstrueux, on a perdu 40 ans. Et maintenant, on n'a plus que quelques années pour agir. C'est pour ça qu'il faut faire un lobby citoyen très fort pour pousser nos dirigeants à l'audace et pour faire reculer les lobbies du pétrole. C'est la discussion qu'on a eue avec Nicolas Hulot il y a 10 jours, quand Nicolas Hulot a démissionné, qui était ministre pour les non-français, tout le monde le connaît, qui était ministre de l'Environnement. Il y a 2 ans, il a dit « Je m'entends bien avec Emmanuel Macron. Macron est gentil avec moi, mais les faits, les décisions, les budgets ne sont pas à la hauteur. » Il a dit « Il y a un lobby du pétrole qui veut continuer à vendre son pétrole, il y a un lobby financier qui ne veut faire aucun effort. » Donc vraiment, on est dans un moment critique et il faut que les citoyens soient très nombreux. C'est l'occasion de dire taxons la spéculation.eu, taxons la spéculation.eu. C'est impressionnant la diversité des réseaux. Vraiment, c'est tout. Le site a fait peau neuve, hein, j'ai vu. Le site est encore plus beau. Ah oui. Merci beaucoup à Meryl et à Xavier. Le site est encore plus beau, super, très facile, traduit dans 5 langues. Et c'est incroyable la diversité des soutiens. Tout à l'heure, c'était le maire de Saint-Étienne. Il m'a dit, vous pouvez dire, je suis vice-président des Républicains. Donc, ce n'est pas ma famille politique. Mais il me dit, je vous soutiens complètement. Je fais une vidéo. Et demain, parce qu'à Saint-Étienne, il y a une vingtaine de personnes tous les jours sur une place de Saint-Étienne, dans le sud de la France, des gens d'Attaque, des gens de Alternativa. Tous les jours, ils sont là. Ils ont entamé une grève de la faim de 1 semaine. Pas plus pour ne pas prendre de risques. Et le maire de Saint-Étienne, qui n'est pas vraiment de la famille politique, va aller demain passer une demi-heure avec eux pour montrer qu'il les soutient. Donc, on a vraiment une diversité de réseaux. Je pense que nos sociétés sont de plus en plus divisées, fragmentées, tout le monde s'inquiète sur l'avenir. Et je pense qu'agir pour le climat, agir pour la santé, c'est un beau projet qui peut nous rassembler, qui peut nous permettre de vivre en conscience, d'être proche de la réalité et de vivre en conscience et nous rassembler. Mais vraiment, c'est ça qui me rassure, c'est que tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, on a des gens qui nous soutiennent. C'est impressionnant. Voilà. Donc je me suis encore bien fait critiquer aujourd'hui au Parlement. Encore aujourd'hui, je me suis un peu pris plein la tête sur le fait, Pierre, tu es député, tu es rapporteur général du budget, tu ne peux pas faire ça. Mais je crois que ce qu'on fait est important et on continue pendant 1 mois. Je le répète, l'objectif politique, c'est le Conseil européen du 10 et 11 décembre. Madame Merkel, Monsieur Macron disent qu'ils veulent une grande ambition pour le climat. C'est le 10 et le 11 décembre qu'on doit décider pour les 10 ans qui viennent quelle est l'ambition pour le climat. Et il y a beaucoup de pays qui vont bloquer cette ambition pour le climat si on ne dit pas qui paye pour l'isolation des bâtiments, qui paye pour les transports en commun, qui paye pour fermer les mines de charbon sans laisser les gens au chômage. Donc il n'y aura pas de grand accord pour le climat s'il n'y a pas de grand financement. Et la seule solution qui est aujourd'hui techniquement sur la table, sans taxer les citoyens, la seule qui est prête techniquement pour la négociation, c'est cette taxe sur la spéculation. Donc c'est pour ça qu'on mène le combat jusqu'au bout. Et Mathieu, c'est super précieux. Merci beaucoup de nous avoir contactés. Ça nous a vraiment fait du bien. Mais si vous avez encore quelques minutes, on est preneur de votre sagesse. Oui, bien sûr. Alors, je pensais au combat de Gandhi, vous savez, qui s'appelait Satyagraha. Alors, on parle souvent du combat de la non-violence, mais en fait, Satyagraha, ça veut dire la force de la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il disait, au début, on vous ignore, au milieu, on vous combat, et à la fin, au début, on vous ignore. Ensuite, on vous ridiculise. Ensuite, on vous combat et finalement, vous gagnez. J'en suis à la phase 2. Nous en sommes. Non, mais à titre perso, il y a quelques députés qui essaient de me... Mais je pense qu'on peut gagner. Je crois qu'on doit gagner et je pense vraiment qu'on peut gagner. Et vous savez, il y a une autre chose qui est l'obstacle, en fait, à toutes les décisions qui concernent le long terme. L'évolution nous a équipés pour réagir émotionnellement à un danger immédiat. Si on vous dit la maison est en feu, tout le monde fuit, on va chercher les extincteurs, on appelle les pompiers, tout le village se mobilise. C'est ce qu'on a vu avec le Covid.
au moment où les gens sont touchés dans leur chair, sur leurs proches, eux-mêmes en danger, les gouvernements prennent des mesures draconiennes et les citoyens, en gros, sont heureux de les suivre. Donc on se dit, si seulement un quart de cette détermination était mise au service des problèmes climatiques, on arriverait quelque part. Le problème, c'est que si quelqu'un arrive et vous savez, la maison elle va brûler dans 30 ans. Vous le regardez, vous dites, bon, ben alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc c'est ça le problème, c'est que en tant qu'être humain, en tant qu'animal vivant, on est équipé pour réagir aux dangers immédiats. Ça demande une démarche justement de sagesse et de considération d'autrui beaucoup plus importante et beaucoup plus vaste pour inclure dans nos préoccupations d'aujourd'hui le sort des générations à venir. Ce n'est même pas les générations à venir, c'est dans 20 ans, c'est dans 30 ans. J'espère que vous serez en vie à ce moment-là. Moi, je suis un petit peu vieux, mais en tout cas, quand les gens vous disent « oui, ben ça, c'est pas mon affaire », je dis « vous avez des enfants, ils auront des enfants, vous allez avoir des petits-enfants. Et si vous êtes là, c'est à cause de vos grands-parents. Et vous voulez laisser une terre dans un état complètement dévasté. Et je crois que Greta Thunberg disait aux Nations Unies « vous trahissez les générations à venir », c'était absolument... Elle était exactement tip-top sur ce qui se passe. Donc, nous avons cette responsabilité, parce que sinon, dans 50 ans, ils diront « vous saviez » et pourtant, vous n'avez rien fait. Et donc, messieurs les politiciens, l'histoire vous jugera. Moi, je ne serai plus là, mais c'est vrai que ça va être quelque chose d'intéressant à voir. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à partager ces propos avec vous et je vous souhaite une excellente réussite et une bonne santé pour vous continuer à faire des très bonnes choses pour la société. Merci Mathieu, merci beaucoup et à bientôt. Merci Mathieu Ricard. Au revoir. Merci. J'avais une dernière mini-question, Mathieu Ricard. Je ne sais pas si vous avez encore un instant. Ah ben super, parce que en plus vous nous faites le bonheur de nous soutenir aussi sur les réseaux sociaux pour élargir le soutien et je sais que les internautes sont nombreux à nous suivre ce soir et notamment sur votre page et j'ai ici une question d'un internaute, Samuel de Oui, qui épingle ceci. Le Dalai Lama a récemment déclaré dans The Guardian que si Bouddha revenait, il serait écologiste. Alors d'abord, êtes-vous d'accord avec cela? Et puis, pensez-vous que Bouddha serait favorable à la taxe sur les transactions financières pour financer la transition écologique, Mathieu? Mais évidemment, il ne se mêle pas des détails de la politique, mais le Dalai Lama dit, moi je suis moitié bouddhiste, moitié marxiste. Alors, j'ai souvent parlé de ça avec lui, vous savez, ça a quand même fait des dégâts et vous en avez été les premiers à en être les victimes. À 100 millions de morts, c'est quand même beaucoup. Ceci dit, ce qu'il voulait dire, c'est que lui, il est absolument en faveur de la justice sociale. Donc, c'était cette idée qu'on allait œuvrer pour la justice sociale qui a toujours passionné. Il a toujours été un fan de la démocratie. C'est lui qui a imposé la démocratie dans son système de gouvernement en exil. Personne ne le voulait. Et d'autre part, il est profondément impliqué pour la planète. Il met tout le temps l'accent sur la notion de responsabilité globale. Donc, engagement personnel, responsabilité globale, qui est liée à cette notion d'interdépendance dans le bouddhisme. Donc, non-violence vis-à-vis des humains, non-violence vis-à-vis des animaux et non-violence vis-à-vis de l'environnement. Et récemment, il y a un papier qui vient de paraître dans Nature, qui dit que qui confirme ce qu'avait dit le rapport du GIEC de 2019, que si on ne passe pas très rapidement à une alimentation qui est basée sur des plantes, on n'arrivera pas à rester en dessous de 2 degrés, rien que ça. Et c'est là une des décisions les plus faciles à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles c'est difficile, pour les transports, pour les habitations, etc. Mais changer notre régime alimentaire, vous vous réveillez le matin et c'est fini, vous le faites. Donc, c'est vraiment pas difficile, ça n'émet aucun CO2. Et il vient de faire justement, parce qu'il est à 85 ans, il ne voyage plus beaucoup, mais de sa résidence en Inde, il vient justement de faire un séminaire en disant que finalement, l'une des meilleures façons de combattre le réchauffement climatique et que tout le monde peut faire et qui est très facile à faire, c'est de devenir végétarien. Et c'est l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est mondialement l'élevage industriel et toute la chaîne de déforestation, de transport des céréales, etc., etc. Le méthane et le CO2 émis par les élevages industriels, c'est à 14% la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre après les habitations et avant même les transports. Donc là, il y a beaucoup à faire et le GIEC a confirmé ça. Ce n'est pas des fans
des fanatiques du végétarisme ou du véganisme, c'est les plus grands scientifiques du climat. Donc là, voilà, je pense aussi que c'est un beau combat que d'encourager ça. C'est même pas un combat, c'est le bon sens, ça va avec la bienveillance et c'est une solution qui s'ajoute ou qui complète celle que vous proposez. Merci en tout cas pour votre bienveillance. Merci Mathieu. Et votre altruisme. Un grand merci. Mathieu Ricard, merci voilà. beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne chance. L'altruisme qui revient beaucoup avec Mathieu Ricard, qui croit vraiment en l'altruisme dans l'être humain, qui par nature serait plus altruiste qu'égoïste. Alors ça mérite 3 heures de discussion, mais en tout cas, l'histoire de l'humanité depuis 3000 ans montre qu'effectivement, il y a en chacun de nous une conscience. Je dis c'était la semaine dernière, Adam Michnik, qui est un de ceux qui a fait tomber le mur de Berlin, disait en chacun de nous, il y a une conscience qui nous pousse à dire ceci est bien, ceci est mal. L'esclavage, c'est mal. Donner le droit de vote aux femmes, c'est bien. Donc l'histoire de lutter contre... L'histoire depuis 3000 ans montre qu'il y a des moments où les hommes et les femmes se mettent debout en disant « je ne peux pas accepter un système qui ne reconnaît pas la dignité de tous, j'ai envie de vivre en conscience ». Voilà. Et donc ça peut être un choix personnel, manger moins de viande, évidemment. Même un bon Béarnais comme moi, élevé au jambon de Bayonne, arrive à faire 2 ou 3 jours par semaine où je ne mange pas de viande. Voilà. Je ne suis pas vegan ou végétarien, mais j'ai quand même bien limité, comme des millions de gens, ne pas prendre ça en avion. Voilà, l'autre jour, j'étais avec les responsables d'Airbus. On a parlé pendant 3 quarts d'heure de comment éviter les licenciements. Il y a 15 000 licenciements prévus chez Airbus. Donc d'abord, comment éviter les licenciements. Voilà, et après ça, je leur ai dit, il faudra qu'on se reparle. Je dois vous dire quand même qu'à titre personnel, je ne prends jamais l'avion dans ma vie. Voilà. Voilà. Et donc, il y a eu un petit blanc. Et je leur ai dit, il faut vraiment qu'on transforme Airbus. Vous savez faire autre chose que des avions. Vous avez une maîtrise du métal, vous avez une maîtrise du plastique, de l'électronique. Vous pouvez faire autre chose que des avions, mais on ne peut pas continuer à avoir une flotte d'avions. Et voilà. Donc, il faut qu'on ait des changements personnels et des changements collectifs pour isoler les maisons. Mathieu disait que c'est plus compliqué les maisons. Oui, parce que si chacun doit payer 20 000 ou 25 000 euros pour isoler sa maison, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire. Et c'est pour ça qu'on se bat pour un budget européen, pour que chacun de nous reçoive une subvention, des subsides, comme on dit en Belgique, qu'au moins la moitié de la facture, soit payée par l'Europe, et beaucoup plus pour les plus pauvres. Et que les transports en commun, c'est des investissements massifs. Si on n'a pas des financements, la plupart des collectivités en France ou en Belgique ou en Allemagne sont au taquet en matière d'endettement. S'il n'y a pas des nouveaux financements, on peut faire des pistes cyclables, et c'est très bien les pistes cyclables parce que ça ne coûte pas trop cher, mais même les pistes cyclables, on manque de financement. Et sur les gros transports en commun qui sont très efficaces pour des moyennes ou des longues durées, voilà, par exemple, en France, on a la chance d'avoir des TGV, mais donc moi, quand j'arrive à Bruxelles, c'est très facile, j'arrive en TGV depuis Paris, mais j'ai des copains députés qui viennent d'autres pays, me disent, mais nous, on n'a pas de train, il nous faudrait 10 heures de train, et on n'a pas de train à grande vitesse. Donc il y a un besoin d'investissement, il y a besoin de choix personnels, et il y a besoin d'investissement massif, et c'est pour ça qu'on se bat. Ce n'est pas pour Bruxelles, ce n'est pas pour l'Europe, c'est qu'il y ait pour l'argent sur tous nos territoires pour financer la transition. Je pense qu'on a encore un petit peu le temps avant d'accueillir notre prochain invité, Pierre, pour faire un point sur les négociations. La dernière fois qu'on s'est retrouvés ici en live, c'était lundi dernier. Entre-temps, il y a pas mal de choses qui se sont passées au niveau des négociations budgétaires. Est-ce que tu peux faire un point rapide sur les dernières C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, il y a 2 choses qui sont négociées en ce moment. En même temps, le budget pour les 7 prochaines années, le budget général, le cadre pluriannuel, et le financement spécifique du climat. C'est pour ça que cette semaine, on a voté deux rapports au Parlement à 24 heures d'intervalle. Le rapport sur le budget, il y a eu la négociation sur le budget général. Voilà. Donc, la négociation sur le budget général pour les 7 prochaines années est finie. Voilà. Et on savait qu'elle serait très, très, très compliquée parce qu'on est face, le Parlement se battait pour un budget plus important, mais face à un Conseil, Mme Merkel, M. Macron, M. Rutte, qui décide à l'unanimité. Donc, il faut qu'il y ait les 27 qui soient d'accord. Et l'unanimité, c'est un principe stupide. C'est le plus bête, c'est le plus égoïste, c'est le plus aveugle face aux dangers de l'avenir qui peut bloquer toute la négociation. Il n'y a aucun groupe humain qui marche à l'unanimité. Ni un club de foot, ni une chorale, ni une entreprise, même pas une SCOP. C'est super. Non, mais vraiment, même les coopératives, c'est super. Mais une fois tous les 2 ans, les salariés débattent et élisent un patron. Mais une fois qu'ils ont élu le patron, c'est le patron. Voilà, parce que s'il faut à chaque fois se mettre d'accord à l'unanimité, c'est juste de la folie. Or, le Conseil européen, qui a plus de pouvoir que le Parlement, est à l'unanimité. Donc la négociation a été très compliquée. Les amis qui étaient dans l'équipe de négo ont tenu 2 milliards de plus chaque année, 2 milliards. Et on a peut-être, si on coupe ailleurs, 15 milliards pour le budget. Bon, ça, voilà. Donc, ce n'est pas rien, mais c'est 15 milliards. Alors que le rapport qu'on a voté aujourd'hui sur le financement du climat dit qu'il manque chaque année 600 milliards d'euros. Voilà, maintenant, ce n'est pas juste moi. Il se trouve que j'étais un de ceux qui a rédigé le rapport, mais maintenant, on peut dire que c'est la position du Parlement. Il manque chaque année 600 milliards d'euros, publics et privés, pour faire des transports en commun, pour faire l'isolation des bâtiments, les renouvelables, aider les agriculteurs, si on veut rattraper les 40 ans qu'on a perdus à cause des lobbies. Et donc,
15 milliards qu'on a gagnés face à 600, ça, c'est pas suffisant. Du coup, l'espoir, c'est qu'il y a une deuxième négociation spécifiquement sur la question du climat qui doit en principe s'achever le 10 et le 11 décembre. Angela Merkel, vous savez que tous les 6 mois, c'est très bizarre, il y a un nouveau pays qui préside l'Europe. Et là, jusqu'au 31 décembre, c'est Angela Merkel, c'est l'Allemagne. Et Angela Merkel a vraiment envie, c'est bientôt la fin de sa vie politique en Allemagne, c'est ses derniers mois comme chancelière, voilà. Et c'est une grande européenne. Donc elle a envie de finir son mandat en beauté par un accord qui pourrait être historique sur quelle ambition pour le climat pour les 10 ans qui viennent. Voilà. Or, on sait très bien qu'il y a beaucoup de pays qui vont bloquer. Si on fait moins 55% sur le CO2 en 10 ans, par rapport au maximum atteint dans les années 90. Et si on ne sait pas comment le financer. Même en France, encore une fois, Nicolas Hulot, il a démissionné parce qu'il n'y avait pas d'argent. Alors, ce n'est pas que la Pologne. En vrai, tout le monde dit c'est la Pologne, c'est la Pologne. Il y a plein de choses scandaleuses en Pologne, mais on ne peut pas dire que tous les problèmes viennent de la Pologne. Il y a plein de pays qui ne savent pas comment financer la transition écologique. Donc, notre espoir, et c'est pour ça qu'on continue la campagne, je ne vais pas faire la grève de la faim jusqu'au 10 décembre, je serai dans un triste état, je n'ai aucune envie de mourir. Donc, on va continuer tous ensemble à faire campagne jusqu'au 10 décembre et ça bouge. Vraiment là, le gouvernement belge, hier, à la Chambre, l'Assemblée nationale belge, il y a eu un très bon débat sur la taxe sur les transactions financières. Le ministre des Finances a répondu positivement et de façon informelle, on a des contacts avec plusieurs ministres du gouvernement belge. Il y a d'autres pays où ça bouge, des pays qui pour le moment sont hostiles et où il y a une discussion. Et donc l'idée, je le répète, pour ce dossier, il n'y a pas besoin d'unanimité. Il n'y a pas besoin d'unanimité pour cette négociation sur le financement du climat. S'il y a ne serait-ce que 10 ou 15 pays qui disent qu'ils sont d'accord, on peut avoir déjà peut-être pas 57 milliards, mais même si on n'en a que 40 au début. Voilà. Et puis, on crée une dynamique. Par exemple, pour l'espace Schengen, vous savez, le fait de pouvoir aller d'un pays à l'autre sans avoir des frontières, d'avoir des... Voilà. L'espace Schengen, au début, on n'était que 5. Puis on était 8 l'année suivante et maintenant on est 26. Donc nous, ce qu'on dit, ce que dit le Parlement européen, c'est on y va. Il y en a marre de l'unanimité. Il suffit qu'il y ait un schtroumpf-grognon ou un dirigeant totalement égoïste, cynique, aveugle. Voilà, et là, ça arrive. Voilà, je ne donnerai pas de nom. Je fais de la diplomatie. Oui, ils ne sont pas tous altruistes comme Mathieu Riquet. Ça, si Mathieu avait des... Je pense que les bouddhistes et d'autres sont hostiles au clonage humain. Mais voilà, si tout le monde avait la même volonté de vivre en conscience, le monde irait mieux. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on fait campagne vraiment. Là, on a eu plusieurs millions de personnes en 2 semaines qui ont vu des vidéos concernant notre action. Je viens d'avoir une revue de presse. Il y a eu dans 12 pays des articles plutôt favorables sur notre action. Donc le débat est lancé. Ce n'est pas colossal, mais le débat est lancé. Et on va faire monter la vague. On travaille avec plein d'ONG, avec des syndicats. On va faire monter la vague pour que Merkel et Macron puissent dire « OK, le climat, c'est vraiment une priorité. Donc on y met vraiment des financements. » Et je pense qu'il est prêt. Notre prochain invité, Gabriel Zucman, économiste, professeur à l'Université de Californie à Berkeley. Bonsoir les Californiens. Bonsoir Gabriel, merci d'être avec nous. Un grand merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Gabriel, un peu à la façon d'un impôt européen sur la fortune, est-ce que vous pensez que la taxe sur les transactions financières pourrait renforcer le sentiment européen ? Ah oui, tout à fait. Il y a un besoin de construire une fiscalité moderne à l'échelon européen si on veut endiguer la montée des inégalités. Ces questions de justice fiscale, que ce soit les taxes sur les transactions financières, les impôts progressifs sur le revenu, taxation des sociétés multinationales, taxation des grandes fortunes, elles ne peuvent se régler de façon satisfaisante qu'à l'échelon européen, idéalement à l'échelon mondial, mais on pourrait déjà faire des progrès considérables avec des taxes européennes. Donc c'est une initiative que je soutiens à l'évidence très, très fortement. Pierre. D'abord, merci à Gabriel pour son soutien. Il m'a beaucoup aidé, on ne se connaissait pas il y a 6 mois, mais quand je rédigeais mon dernier bouquin, parce que je défends aussi la taxe sur les milliardaires que Gabriel a lancé avec des calculs très précis qui montrent que le nombre de milliardaires a triplé. Je parle sous ton contrôle, Gabriel, je suis fatigué, mais que le nombre de milliardaires a triplé en 10 ans et qu'une petite taxe, je ne parle pas des gens qui ont 600 000 euros ou qui ont une belle maison à l'île de Ré, parce qu'en France, le débat est hystérisé, parce que celui qui a une belle maison à l'île de Ré, voilà. Donc je ne parle pas des gens qui ont mis un peu d'argent de côté. Gabriel, Thomas Piketty et d'autres disent on peut taxer ceux qui sont milliardaires ou multimillionnaires, qui ont plusieurs millions de capital, en enlevant les dettes qu'ils ont. Voilà, donc c'est très construit. Et juste une petite taxe au début à 1%, et puis on monte de mémoire jusqu'à 2%, au maximum 3% pour les très très riches, apporterait 100 ou 150 milliards. Voilà. Donc ça, c'est une idée que nous, on défend, mes amis et moi, qu'on a réussi à mettre dans les documents du groupe social-démocrate, mais qui n'ont pas fait l'unanimité pour le moment au Parlement européen. Donc c'est pour ça et puis qui ne sont pas prêts techniquement. Voilà. Donc c'est pour ça que, hélas,
dans les 4 semaines qui viennent, le seul combat qu'on porte pour gagner quelque chose, pour avoir vraiment une victoire dans les 4 semaines qui viennent, c'est la taxe sur les transactions financières, parce qu'elle, elle est prête techniquement. Ça, c'est une partie des 1200 pages de l'étude d'impact, donc on ne peut pas nous dire que c'est du rêve. Mais on met bien après ça, on veut aussi une taxe carbone aux frontières. Dans le document qui a été voté aujourd'hui par le Parlement, on dit qu'il faut aussi une taxe carbone aux frontières, qu'il faut aussi une taxe sur les grandes entreprises du digital. Donc ce n'est pas du tout la baguette magique. Et même si on a 50 milliards, ça ne suffit pas. Donc je pense, comme Gabriel, qu'il faut progressivement avoir des ressources nouvelles. Je viens d'un mouvement qui s'appelle Nouvelle Donne, en référence au New Deal de Roosevelt. Quand Roosevelt arrive, ce n'est pas plus 1%, ce n'est pas plus 5%. Il a triplé le budget fédéral, avant même de rentrer en guerre, avant même d'aller Pearl Harbor et l'entrée en guerre, où il va encore tripler ou quadrupler. Mais rien que pour répondre à la crise sociale, en 1933, il arrive à une détresse terrible, et il dit « je vais tripler le budget fédéral, mais je veux un budget à l'équilibre ». Et donc, il crée un impôt sur les millionnaires, il crée un impôt fédéral sur les sociétés, et au début, il a du déficit, mais à la fin, ça marche, et il a effectivement, au moment où l'Europe allait vers la barbarie, Roosevelt a sauvé la démocratie et sauvé la cohésion sociale. Mais je laisse la parole à Gabriel, parce que moi, je parle trop, et il a peut-être des propositions à nous expliquer. Oui, Gabriel, moi j'avais envie aussi de vous relancer en fait à partir de votre dernier livre, Le triomphe de l'injustice, coécrit avec Emmanuel Saez. Justement, comment faire en sorte que ces injustices ou cette injustice ne triomphe pas? Alors d'abord, c'est quoi cette injustice dont on parle? C'est la combinaison de deux facteurs. C'est d'une part la montée des inégalités qu'on a observées peu ou prou dans tous les pays développés depuis les années 80, et dans le même temps le déclin de la progressivité fiscale avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse de la progressivité de l'impôt sur le revenu, la disparition dans la plupart des pays européens des impôts sur la fortune. Et donc on se retrouve dans une situation où les grands gagnants de la mondialisation, c'est-à-dire les sociétés multinationales et leurs actionnaires, voient leurs impôts baisser, alors même que les catégories sociales qui ont peu ou pas bénéficié de la mondialisation, les petits commerces, les retraités, les travailleurs à bas salaire, eux ont eu tendance à voir leurs impôts augmenter avec l'augmentation des taxes indirectes, de la TVA, etc. Et il me semble que ce processus-là n'est pas soutenable ni économiquement ni politiquement, c'est-à-dire qu'il peut déboucher que sur une désaffection très forte des classes moyennes, des classes populaires vis-à-vis de la mondialisation, vis-à-vis de l'intégration européenne. Et donc il y a urgence à essayer de penser comment concrètement on peut réconcilier mondialisation et intégration européenne d'un côté et progressivité de l'impôt, justice fiscale de l'autre. Parce que malheureusement, l'idée que ces deux choses sont incompatibles a gangréné les esprits. Beaucoup de gens sont devenus convaincus, parfois en toute bonne foi, que dans un monde globalisé, il va y avoir de la concurrence fiscale. C'est une espèce de loi naturelle, et donc les pays ne peuvent que baisser les uns après les autres leur taux d'impôt sur les sociétés, leurs impôts sur la fortune, et on ne peut rien y faire, c'est comme ça, c'est une fatalité. Et nous, on a écrit ce livre avec Emmanuel Saez pour expliquer pourquoi en réalité, ce n'est pas du tout une fatalité, ce n'est pas une loi de la nature. La concurrence fiscale, c'est un choix que les pays ont fait, parfois pas un choix qui a été très débattu démocratiquement ou de façon très transparente, mais c'est un choix néanmoins, et on pourrait faire d'autres choix. Il y a d'autres formes de mondialisation, il y a d'autres formes d'intégration européenne qui sont possibles, qui se caractérisent par de la coordination, de l'harmonisation, de la transparence financière plutôt que l'opacité financière extrême qui règne aujourd'hui. Et donc nous on essaie d'expliquer comment on peut s'orienter vers ces autres formes de mondialisation plus soutenable, qui réconcilierait intégration économique et progressivité de l'impôt. Alors, pour donner juste un exemple, je pense que c'est une réforme que je porte et qui complémente très bien celle portée par le Parlement européen, par Pierre, la taxe sur les transactions financières. J'aimerais parler de la taxation des multinationales. La taxation des multinationales, je pense qu'on peut faire de vrais progrès en partant du constat que certaines multinationales aujourd'hui ont ce que j'appelle un déficit fiscal. C'est quoi le déficit fiscal? C'est la différence entre ce que ces multinationales payent en impôts aujourd'hui et ce qu'elles devraient payer si elles étaient soumises à un taux effectif d'imposition minimal, disons de 25% pays par pays. Donc prenez Google Alphabet par exemple. Google en 2019 a réalisé près de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux Bermudes.
où le taux d'imposition est un taux assez modeste de 0%. Donc là, il y a un déficit fiscal. Il ne paye pas assez, on peut le calculer, tout le monde peut le calculer. Chaque pays a l'information, connaît le montant des bénéfices enregistrés par Google, pays par pays, le montant d'impôts qu'il paye dans chaque pays. Et donc, on peut dire, si vous aviez payé au moins 25% dans chaque pays, vous avez déclaré des bénéfices, vous auriez dû payer tant. En fait, vous avez payé bien moins. La différence entre ces deux chiffres, c'est votre déficit fiscal. Tout le monde peut faire ce calcul. Et ensuite, n'importe quel pays peut dire, maintenant, si vous faites, mettons, 10% de vos ventes en France, par exemple Apple, mettons qu'Apple a un déficit fiscal de 10 milliards d'euros, fait 10% de ses ventes mondiales en France, la France pourrait dire, nous, on va collecter 10% de déficit fiscal, en l'occurrence 1 milliard d'euros, et on va vous envoyer la facture. Pour avoir le droit d'avoir accès au marché français, vous devez payer 1 milliard d'euros d'impôts. On collecte 10% du déficit fiscal. Donc, on voit que les entreprises il y a des multinationales qui n'ont pas de déficit fiscal, c'est-à-dire qui payent suffisamment d'impôts aujourd'hui. Pour elles, rien ne changerait. Et pour les multinationales qui ont un déficit fiscal, elles, tout d'un coup, elles devraient payer davantage d'impôts. Et avec un système de cette nature, elles seraient découragées, ces multinationales, à enregistrer des bénéfices dans les paradis fiscaux, parce que la moindre imposition aux Bermudes, etc., serait compensée par une imposition plus forte dans les pays qui joueraient, comme la France, comme l'Allemagne, comme n'importe quel pays pourrait le faire, le rôle de collecteur fiscal de dernier ressort. Vous pourrez dire, si vous avez payé trop peu à l'étranger, les impôts que les paradis fiscaux choisissent de ne pas prélever, nous, on va les percevoir. Voilà. Et donc, on va enlever toute incitation pour les multinationales à délocaliser leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Donc ça, c'est une idée que j'essaie de défendre et qui me semble importante parce qu'elle montre concrètement comment il est parfaitement possible, dans un monde globalisé, de taxer les grandes sociétés multinationales, y compris les GAFA, etc. Et par ailleurs, comment ça peut en fait se faire d'abord par des initiatives unilatérales. C'est-à-dire que moi, évidemment, je suis un grand partisan de la coopération internationale et je pense que ces problèmes de concurrence fiscale, d'optimisation fiscale ne peuvent in fine bien se résoudre que par des accords internationaux et de la coopération et de la coordination la plus étendue possible. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on n'a quand même pas dit grand-chose parce que toute la question est de savoir comment on arrive à se coordonner. Et en pratique, ce que suggère l'histoire, c'est que la façon dont on arrive à se coordonner, c'est d'abord via des mesures unilatérales qui montrent l'exemple, des pays qui montrent l'exemple. Par exemple, l'Allemagne, demain, pourrait commencer à collecter des fiscales des multinationales, faire payer plus Apple, Google, Amazon, etc. Et puis ensuite, si ça marche, à l'évidence, les autres pays européens vont regarder ça de près, vont dire bien, l'Allemagne a réussi à collecter le déficit fiscal, une partie, donc nous aussi on peut le faire, il y a de l'argent sur la table qui est à récupérer si on imite les Allemands ou les Français ou quiconque voudra prendre l'initiative en premier de ce type de mesures. Et on voit comme ça comment on peut arriver à des nouvelles formes de coordination avec au début des initiatives unilatérales. Donc voilà, c'était une idée que je voulais soumettre à votre sagacité et que je vais essayer de défendre encore, qu'on explique dans ce livre, Le Triomphe de l'injustice, et que je vais essayer de défendre dans les mois et les années qui viennent. Et c'est une idée qui inspire aussi et qui donne envie à certains internautes de réagir. Là, on fait un bond de la Californie à l'Italie avec une question de Stefano de Rome. On parle de mettre en place une taxe sur les profits des géants de technologie au niveau national ou international afin de financer notamment une transition verte. D'un point de vue opérationnel, quelle est selon vous, en tenant compte des contraintes politiques, la manière la plus prometteuse de mettre en place une telle taxe ? Eh bien, c'est ce que j'ai décrit, c'est-à-dire que, en tout cas, une façon d'avancer, c'est que des gouvernements, en Italie ou ailleurs, prennent leurs responsabilités et disent, voilà, nous allons, de façon unilatérale, commencer à prélever le déficit fiscal des multinationales. J'insiste sur le fait que il ne faut pas se limiter à l'industrie du numérique. Certes, l'industrie du numérique pratique l'optimisation fiscale de façon débridée, et j'ai donné l'exemple de Google, et c'est pas par hasard. Ces géants du numérique sont parmi les plus grandes sociétés du monde aujourd'hui, et elles enregistrent des montants considérables de bénéfices dans les paradis fiscaux. Néanmoins, ce phénomène de délocalisation des bénéfices dans les paradis fiscaux est un phénomène généralisé, qu'on retrouve aussi dans la finance, dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie l'agroalimentaire, McDonald's, etc. Et donc, il faut attaquer le problème de façon d'ensemble, à la racine. C'est-à-dire qu'il faut des solutions qui s'appliquent à tous les secteurs.
et à toutes les entreprises, quelle que soit leur nationalité. C'est ça aussi qui va rendre les mécanismes viables juridiquement, parce que si on commence à discriminer certains secteurs, certaines nationalités, c'est pas, d'abord, ça résout qu'une partie du problème. Les bénéfices dans les paradis fiscaux qui viennent des entreprises du numérique, c'est peut-être 10-15% du total. Donc si on s'attaque que à 10-15%, ça veut dire 85-90% de ces bénéfices dans les paradis fiscaux qu'on laisse prospérer. Donc ça va pas. Donc il faut s'attaquer au problème dans l'ensemble. Et donc il y a une façon de faire des progrès politiquement consiste à avoir des mesures unilatérales qui ensuite débouchent sur des accords internationaux, comme on l'a vu par exemple avec le secret bancaire suisse, où c'est d'abord les États-Unis qui ont tapé du poing sur la table sous la présidence de Barack Obama en 2010, qui ont forcé les banquiers suisses à échanger leurs informations avec le fisc américain. Et puis ensuite, à partir du moment où les banquiers suisses avaient accepté de coopérer avec les États-Unis, ça devenait difficile pour ces banquiers à dire qu'ils étaient dans l'impossibilité de coopérer avec les pays européens, avec les autres pays de l'OCDE, et donc les autres pays se sont engouffrés dans la brèche, et on a vu se matérialiser en juste quelques années une nouvelle forme d'échange, une nouvelle forme de coopération internationale, l'échange automatique d'informations bancaires, qui, il y a 10 ans, était jugé parfaitement utopique par tous les savants experts qui étudiaient ces questions, par tous les décideurs politiques, publics, à qui, quand on leur demandait, pourquoi est-ce qu'on ne force pas la Suisse, les îles Caïmans à échanger leurs informations bancaires avec les autorités fiscales européennes? Il y a 10-15 ans, tous ces gens répondaient « c'est impossible, comment voulez-vous forcer la Suisse, les îles Caïmans, ils ont leur souveraineté, s'ils veulent appliquer un secret bancaire strict, c'est leur droit, et il est impossible de les faire changer d'avis ». Et on a vu comment tout ça, en réalité, il a suffi qu'un pays prenne des mesures volontaristes pour que tout ce discours s'effondre et qu'une nouvelle forme de coopération internationale voit le jour. Donc je pense que ça, il y a une leçon à tirer de cette histoire, de cette expérience, et qu'on peut, on peut espérer des progrès importants en matière d'imposition des bénéfices multinationaux en particulier, si on suit le même chemin. Une autre possibilité, c'est de commencer tout de suite à négocier des accords internationaux. Donc, il y a des discussions au niveau de l'OCDE très prometteuses qui ont lieu en ce moment, avec le pilier 1, le pilier 2 de l'OCDE. Le pilier 2 consiste à dire on va se mettre d'accord, les pays de l'OCDE, sur un taux minimal d'imposition. Et si on arrive à ce que tous les pays se mettent d'accord sur ce taux minimal, et sur un taux minimal pas trop bas, parce qu'évidemment, si le taux minimal c'est 10% ou 12%, c'est trop faible, c'est très bien, mais moi, je crois que, en tout cas en regardant l'histoire, j'ai l'impression que c'est d'abord via des mesures unilatérales qu'on va faire des gros progrès. Parce qu'en même temps, il est très concret. Quand on lit tes livres ou quand on voit les articles que tu publies, c'est très concret, c'est très chiffré. Voilà, il y a beaucoup de boulot derrière. Et en même temps, ça montre qu'il y a de l'espoir, qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les États du monde qui sont d'accord immédiatement. Voilà, la loi FATCA dont tu parlais, voilà, c'est Barack Obama en 2010 qui dit qu'il y en a marre de l'évasion fiscale, il y en a marre que les banques ne soient pas transparentes. Il y a un an de bras de fer. Il y a un an de bras de fer. Les banques n'ont pas dit oui, bravo, monsieur Obama, tout de suite. Il y a eu un an de bras de fer. Obama a tenu bon et il a imposé la loi FATCA, j'en parlais lundi, aux États-Unis. Et il y a eu cet effet de contagion dont Gabriel vient de parler. De même, ceux qui disent que l'Europe, c'est indémerdable, il faut les 27 pays, donc il faut sortir des traités parce qu'on ne peut pas la changer, c'est faux. Il y a des domaines, heureusement, où on n'a pas besoin de l'unanimité. Et en particulier, le Parlement l'a rappelé aujourd'hui, et la Commission européenne nous l'a mis par écrit avant-hier, on peut très bien avoir une taxe sur les transactions financières avec 10 ou 15 pays. Voilà, donc l'excuse de certains chefs d'État, moi j'aimerais beaucoup, mais il y a Tartampion qui bloque, c'est du pipeau, il faut le dire clairement. Chaque pays doit dire est-ce que oui ou non, il veut taxer un peu la spéculation pour trouver l'argent. Voilà. Et donc je pense qu'il y aurait aussi un effet de contagion. Je l'ai redit d'abord en Europe, quand on a commencé Schengen, il y avait 5 pays, puis 8, et maintenant on est 26. Sur la monnaie unique, si on avait attendu l'unanimité, je crois qu'on n'aurait pas eu l'unanimité, on n'aurait pas fait la monnaie unique. On a bien fait de commencer avec quelques pays et ça s'est agrandi. Et je pense que Biden vient d'être élu, c'est une meilleure nouvelle de cette année, qui a été assez horrible. L'élection de Biden ouvre une page vraiment nouvelle. Et maintenant, il n'y a plus aucun doute sur son élection. C'est vraiment génial. Et je pense que si l'Europe s'écrase, renonce au Green Deal, ça fait 18 mois qu'on dit que le climat, c'est notre priorité, c'est le voilà. Et au bout de 18 mois, si on dit ben non, finalement non.
on va mettre des rustines, mais c'est trop compliqué. Même nous, l'Europe, on ne sait pas comment le financer. Je crains que Biden fasse aussi du greenwashing. Par contre, si l'Europe, des gens de droite et de gauche, disent on peut taxer la spéculation, on peut avoir un vrai Green Deal qui va créer des millions d'emplois, respirer un air plus pur, peut-être que ça donnera envie à Biden de faire les choses en grand. Et le fait que la droite et la gauche, je répète, aujourd'hui, il y a 68% des députés qui ont voté le rapport pour dire qu'on peut créer une taxe sur la spéculation pour financer le climat. 68% des gens de droite, de gauche, on a 5 groupes politiques et des morceaux d'un 6e qui ont voté. Donc si l'Europe montre que oui, c'est grave, il faut agir, oui, c'est une bonne nouvelle, on va mettre de l'argent dans la recherche, dans le bâtiment, dans les transports en commun, ça va créer une nouvelle prospérité alors que le monde s'engouffre dans la récession, mais on peut penser que Biden le fera et que s'il lui manque 2 ou 3 voix au Sénat, le fait que des gens de droite et de gauche l'aient voté en Europe l'aidera pour faire bouger 2 ou 3 sénateurs. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. Chacun de nous tout seul se sent désemparé face à la gravité des crises. Moi aussi, le matin, quand je me réveille, je me dis, mais purée, pour être poli, comment on va s'en sortir? Mais collectivement, on a bien vu que quand des milliers d'hommes et de femmes se mettent en mouvement, ils peuvent faire des grandes choses. Donc merci beaucoup, Gabriel. Enfin, je pense que je ne suis pas le premier à te remercier pour tes travaux, mais ça donne des arguments, ça donne la niaque. Et je serais heureux, quand je sais que tu as des journées bien remplies, mais qu'on puisse travailler un peu sur cette idée du déficit fiscal, parce que j'ai encore quelques temps au Parlement. Là, je vais me battre pendant un mois, puis je vais me reposer. Mais je serais heureux qu'on puisse mettre ça aussi dans la doctrine du Parlement européen. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai hâte qu'on travaille ensemble et bon courage pour votre combat très, très important et très, très courageux. Merci. Dernière petite question, Gabriel Zucman, en parlant de coopération internationale, en parlant de travaux, vous avez l'habitude de travailler avec Emmanuel Saez. Vous avez, je pense, un petit peu moins l'habitude de travailler avec Emmanuel Macron. Si vous aviez toutefois un message ou un conseil au président Macron qui continue à bloquer cette taxe sur les transactions financières, quel serait-il ? Ce serait d'écouter la demande de justice économique et fiscale très forte qui s'exprime en Europe, en France et dans le monde entier. Aux États-Unis, on l'a vu dans l'élection américaine qui vient d'avoir lieu, parce que si on ne l'écoute pas, on s'expose à des tumultes, pour utiliser un euphémisme politique majeur. Donc voilà, il faut se montrer à l'écoute. Être à l'écoute. Merci beaucoup, Gabriel Zucman, d'avoir été parmi nous depuis la Californie. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Et alors, Pierre, on continue beaucoup à nous interpeller sur les réseaux sociaux par rapport à la place dans les médias. Pourtant, là, tout doucement, la fenêtre s'agrandit. C'est jamais suffisant. On aimerait en avoir plus, mais là, dans 12 pays, on a été impressionné par la revue de presse. C'est l'occasion de remercier toute l'équipe qui fait un boulot, parce que c'est moi qu'on voit, c'est moi qu'on félicite, mais il y a toute une équipe qui travaille avec moi, et un grand merci. Et là, c'est impressionnant. Il y a 6 pages, rien qu'en mettant le titre de l'article et le journal. Il y a 6 pages de tous les articles dans la presse écrite qui sont sortis dans 12 pays. Dans 12 pays, c'est vraiment... Et donc, sur les réseaux sociaux, on découvre tous les jours une vidéo qui fait le buzz. Je vous avais parlé des 3 copains belges qui avaient fait une vidéo. On vient de passer les 2 500 000. Une autre de la RTBF qui arrive à 600 000. Et puis, encore une fois, je pense vraiment... Chacun de nous peut changer le monde, disait Václav Havel. Chacun de nous peut faire une vidéo qui va déchirer. Moi, mes vidéos, elles sont bien, mais elles sont un peu techno. Je plafonne à 250 000, 300 000. Mais je suis sûr, les copains belges, ils ne sont pas économistes, c'est beaucoup plus vivant. On arrive déjà à 2 500 000. Et je suis vraiment persuadé que l'une ou l'un d'entre vous peut faire une vidéo qui va encore mieux. J'ai déjà raconté 3 fois l'histoire du pot de Nutella. Un gars que je ne connais pas, un monsieur ou une fille que je ne connais pas, qui met juste un gros pot de Nutella devant sa voiture au chaud. On voit le Nutella qui se décompose, de plus en plus d'huile. Il a juste filmé. Et cette vidéo a fait des dizaines de millions de vues et a fait des dégâts considérables à Nutella. Voilà. Pendant 3 ans, j'ai arrêté de manger du Nutella. Voilà, donc tellement, voilà. Là, si je puis me permettre, c'est la palme. Hein, c'est l'huile de palme. Mais c'est juste pour dire qu'une vidéo, désolé pour la parenthèse Nutella, juste une vidéo faite par quelqu'un qui n'est pas technicien forcément, qui n'est pas analyste chimie de Nutella, mais qui a une idée à faire passer, même si c'est artisanal, l'image, elle n'est pas géniale, il a fait ça un vieux téléphone, mais c'est tellement évident, ce qu'il dit est tellement évident que ça fait un buzz énorme. Et Nutella a pris des dizaines ou centaines de millions de pubs derrière pour rectifier son image. Donc, il y a plein de gens qui font des vidéos, mais vraiment, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre quelques minutes pour vous dire « il parle trop vite, je n'ai pas tout compris, mais quand même, ses idées sont plutôt intéressantes », je diffuse peut-être les vidéos déjà existantes sur mon compte Twitter, sur Facebook, les vidéos de Tout va bien ou d'autres. Et puis, vous pouvez vraiment prendre 5 minutes tout seul ou avec un copain et une copine et faites des vidéos, diffusez-les, mettez-nous, taguez-nous, comme ça on les rediffuse. Et on peut vraiment, on a un mois pour faire grossir la vague. Et dès la semaine prochaine, moi, je vais arrêter ma grève de la faim bientôt pour ne pas aller grossir les flux des urgences. J'ai autre chose à faire, ils ont autre chose à faire. Mais dès la semaine prochaine, on va être une action beaucoup plus collective et beaucoup plus puissante jusqu'au 10 et 11 décembre.
Je rappelle, d'une part, taxonsla-spéculation.eu aussi, et puis si jamais vous trouvez que le rythme est un petit peu trop soutenu dans ces émissions, peut-être que ça peut aider à suivre, c'est l'option sous-titres qui reste disponible. Est-ce que Bruno Gassio est déjà avec nous ? Oui. Salut Bruno. Un petit moment. C'est bon. Me dis-toi. Ah, c'est bon, Okay. ben voilà, parfait. Bonsoir Bruno. Bruno Gassio, Bonsoir. humoriste, scénariste, auteur et producteur de télévision. Je suis pas humoriste, arrêtez avec ça. Ah, pardon. C'était pour rire. Non, mais c'est ok, c'est ok. Ça Les va. gens font souvent la confusion. Un humoriste, c'est quelqu'un qui fait rire les gens. Un auteur, c'est quelqu'un qui écrit. Et moi, j'écris et j'essaye d'être marrant dans ce que j'écris, mais je suis pas humoriste. Je suis jamais allé sur scène faire rire les gens. Mais c'est pas grave. Ce type de confusion existe. C'est pas grave. Merci. Et puis, vous avez beaucoup fait rire les gens en étant dans l'équipe des Guignols de l'info pendant Voilà. 15 ans, je crois. Des auteurs. Voilà. Alors, Bruno Gassio, pourquoi ça avait du sens, pourquoi c'était important, et tout à fait sérieusement, d'être parmi nous ce soir, de soutenir à la fois l'action et le message de Pierre en faveur de cette taxe sur les transactions financières? Alors d'abord parce que avec Pierre, on a fondé un truc qui s'appelle Nouvelle Donne, et puis que je suis parti de ce truc-là parce que je savais pas où ça allait, et visiblement ça allait au Parlement européen. Donc Pierre, bravo pour ta victoire, et ne fais pas l'andouille avec ta santé. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais tu es très maigre. Alors toi, il faut pas que tu fasses l'andouille avec ta santé, et puis Merkel, Macron et tous les gens qui écoutent, il faut absolument qu'ils écoutent ce qui est extrêmement populaire en ce moment. Ils devraient s'en inspirer, parce que ce qui est populaire en ce moment, c'est d'aller chercher l'argent là où il est. Et dans les transactions financières, il y en a de l'argent. Et si on pouvait, grâce à une petite taxe, ramasser, combien tu disais, 50 milliards par an, c'était Oui, ça ? entre 50 et 60. Oui, oui. Voilà, entre 50 et 60 milliards par an, les tâches à accomplir avec cet argent-là ne manquent pas. Il y a une transition énergétique à faire, il y a du social à réactiver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent avec la crise du Covid. Et toutes ces propositions, et ça fait partie de ma réponse à la question que vous m'avez posée, c'est que pourquoi je viens aider ou voir Pierre ou encourager Pierre, c'est parce que tout ça, on l'avait en 2011 déjà dans le comité Roosevelt 2012, et puis à partir de 2013, je crois, 2014, dans Nouvelle Donne, et que si nos chemins politiques parfois s'éloignent, divergent, j'ai toujours beaucoup d'amitié pour Pierre, et que le changement, c'est quelque chose qui est nécessaire, obligatoire aujourd'hui. Et quand on veut changer des choses, il faut passer par des moments comme celui-là, qui sont des moments de rupture. Il faut rompre avec ce qui existe pour que ça change. On ne peut pas changer en continuant pareil. Il n'y a que Giscard d'Estaing dans les années 70 qui disait la continuité dans le changement dans la continuité. Ça n'existe pas. On est dans un monde où il faut une rupture. Et une rupture aujourd'hui intellectuelle, c'est de dire il y a des transactions financières, on ne peut pas faire autrement, il y en a. Les empêcher, l'idée de les empêcher et qu'il n'y ait plus jamais de spéculation dans le monde, elle est très très utopique, il y en aura. Mais comme il commence à y en avoir, enfin depuis une vingtaine d'années, il n'y a que ça, il faut taxer ce moment-là. Et si on taxe ce moment-là et qu'on récupère entre 50 et 60 milliards, il y a un gros travail à faire, il y a une tâche à accomplir qui est immense. Et merci Pierre de t'y atteler, et de t'y atteler en plus au Parlement européen, qui est au cœur de ce type de blocage en fait. Merci Bruno d'être là, c'est super précieux, mais hélas le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir. La Cour de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle allemande, estime qu'on n'est même pas un vrai Parlement tellement on a peu de pouvoir. Donc c'est un endroit passionnant, honnêtement. Des gens de 27 pays, on dialogue avec des gens de 27 pays, on essaye de faire le bien commun. C'est sûr, on est obligé de dialoguer avec d'autres. Au Parlement français, on s'engueule en permanence, sauf quand ils vont au resto, mais au Parlement français, ils s'engueulent en permanence. Tandis qu'au Parlement européen, s'il n'y a pas au moins 3 groupes qui sont d'accord, tout est bloqué. Donc on est obligé, c'est pour ça que ça prend du temps, il faut 6 mois pour rédiger un rapport, mais on est obligé d'écouter l'autre, de comprendre, et y compris des personnes qui sont dans la même famille politique que toi. Un social-démocrate danois, il y a 6 mois, ils n'étaient pas d'accord. Il y en a quelques-uns qui sont maintenant d'accord sur la taxe sur les transactions financières. Voilà. Donc c'est super intéressant. C'est vraiment un endroit où on apprend, on rencontre des cultures, on rencontre des personnes qui ont des très beaux parcours, des syndicalistes, des gens très très différents, mais on n'a pas beaucoup de pouvoir. Et c'est pour ça que
on essaye de renverser la table en demandant aux citoyens de nous aider, parce que sinon, c'est essentiellement les chefs d'État qui ont le pouvoir et du coup, les lobbies financiers. J'ai déjà montré cette lettre du ministre autrichien des Finances qui dit clairement que l'Autriche veut relancer la négociation sur la taxe sur les transactions financières, la vraie, celle qui peut rapporter 50 ou 60 milliards, mais dit la position de la France aujourd'hui amène à ce que 99% des transactions ne seraient pas taxées. Voilà. Et il finit par un petit paragraphe qui est assassin pour la France. Si c'est la position de la France qui l'emporte, l'Autriche se retire de la salle des négociations. Et l'autre jour, devant 140 députés, je me suis pris un vent quand j'ai demandé au ministre allemand Michel Roth, c'est lui qui représente Angela Merkel physiquement au Parlement pendant ces 6 mois. Michel, je lui ai dit, quand on était ensemble avant Noël à Berlin, on a fait un débat, tu avais dit, d'accord pour la taxe plastique, c'est très bien, mais ça n'est pas suffisant, il faut aussi taxer sur la spéculation. Et je lui ai dit, pourquoi ça n'est pas maintenant sur la table? Et il me répond devant 140 députés, tu sais Pierre, la France ne nous a pas beaucoup aidés, même ton ami Michel Sapin, quand il était ministre, ne nous a pas aidés. Donc, je ne lui ai pas dit que ce n'était pas mon ami, mais donc, François Hollande faisait des grands discours. François Hollande, c'était « je vais séparer les banques, mon adversaire, c'est la finance », tu t'en souviens, les beaux discours. Voilà. Et puis, voilà, François Hollande disait qu'il voulait une taxe sur la spéculation, et Michel Sapin faisait tout pour que ce soit juste une toute petite. C'est-à-dire, en France, il y a une taxe aujourd'hui, c'est 0,3, c'est plus que ce qu'on demande, c'est 0,3, mais seulement sur quelques actions, les actions des grands groupes. Et 99 ou au moins 95% des mouvements ne sont pas taxés. Tous les produits dérivés, toutes les obligations, tous les produits spéculatifs, les ordinateurs qui font du trading à haute fréquence, tout ça c'est l'essentiel des volumes tous les jours. Et aujourd'hui, la France, hélas, ne veut pas qu'on le taxe. C'est pour ça que si c'est la position française qui l'emporte, on n'aura pas 50 milliards chaque année, mais on a 4 milliards et les pays se déchirent. Il y a quelques mois, on était à Madrid, on voyait un des conseillers de Pedro Sanchez avant le virus, et il disait, mais si c'est la toute petite TTF, même l'Espagne bloque, parce qu'on se déchire pour des petites miettes un peu moins petites, et même l'Espagne dit qu'elle veut une miette un peu moins ridicule. Par contre, si c'est la vraie taxe sur les transactions, on a 50 milliards, et ça crée une dynamique nouvelle. Et je pense que tu peux nous aider, Bruno. Tu parles moins techno que moi, tu parles moins vite, donc je pense que le fait que des gens comme toi, non mais sans rire, tu as plein de défauts par ailleurs, je t'adore, non je rigole, tu n'as pas de défauts. Non, mais c'est juste que, voilà, moi je suis techno, j'arrive à convaincre des députés, j'arrive à faire des rapports qui sont votés, qui sont lus, peut-être en tout cas votés par 68% des députés, mais peut-être que je suis trop techno ou que je parle trop vite et que le fait qu'il y ait une diversité, dans une chorale, c'est bien s'il n'y a pas qu'un seul qui chante. Voilà. Et donc, c'est très bien si dans le mois qui vient, on n'est pas d'accord sur tout. L'autre jour, on avait un grand banquier et le lendemain, on avait un syndicaliste qui explique qu'il faut sortir du capitalisme. Donc, ce grand banquier et ce syndicaliste, voilà. Mais ils sont d'accord pour dire qu'il y a une fenêtre maintenant et qu'il faut débloquer cette négo. Non, mais on est bien d'accord avec ce type d'approche. Moi, j'ai pas la même approche que toi sur la politique globale. J'ai l'impression qu'il faut être en rupture beaucoup plus que ça. Mais si demain, il y a une possibilité pour que cette taxe soit votée et qu'il y ait 50 ou 60 milliards en plus pour faire ce qu'il y a à faire là, dans l'immédiat, tout de suite, pour les gens, pour la vie des gens concrètement, je vais prendre, évidemment. Mais moi, je suis pour un bouleversement, tu le sais, beaucoup plus important que ça. Mais tu sais aussi que j'aime bien essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi quand on est allé voir Hollande, quand on est allé voir des gens en 2012, quand on est allé voir Hérault et tout ça, où on disait, tout le monde nous disait, vous avez raison, en fait. Et pourquoi à aucun moment ça n'avance? Et pourquoi aujourd'hui la France bloque? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Est-ce qu'ils ont des arguments extrêmement valables en disant, ça détruirait des emplois, quand tu vois, ça pourrirait la planète, ça créerait du chômage ou je ne sais quoi? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'argument autre que on ne fait pas ça? Non, mais tu te souviens, on a déjeuné avec toi et avec Michel Rocard, avec Emmanuel Macron à l'Élysée, tu te souviens la fois, voilà. Et comment... Vous faites une politique des années 80. Voilà, non, mais voilà, c'était quand même il y a quelques années quand Macron était conseiller de François Hollande et comment Michel Rocard disait mais pourquoi est-ce que François Hollande ne reprend pas nos idées? Pierre et moi, on est là pour l'aider. Et c'est toi qui as posé la question à la fin, Emmanuel Macron, mais pourquoi ça ne bouge pas? Voilà. Et il t'a répondu, on ne change pas un homme. Tu te souviens, on s'entend. Ouais, voilà. Je me souviens très très bien. Et Michel Rocard, en sortant, disait c'est dramatique. Et toi, tu disais, mais voilà. Donc, il nous avait dit qu'il était d'accord avec tout. Et voilà, et que c'était à cause de François Hollande que rien ne bougeait. Et là, François Hollande n'est plus là, et c'est lui le chef. Voilà. Donc, l'excuse, c'est François Hollande, ne suffit pas. Et j'ai la lettre, hélas. L'autre jour, un ministre du gouvernement français m'a dit que je les énervais, mais voilà, on a la preuve, ce n'est pas seulement des rumeurs. Oui, c'est bien la France, aussi bien la France de François Hollande que la France d'Emmanuel Macron, qui bloque la négociation
Peut-être parce que le lobby bancaire est très, très, très écouté. Voilà, c'est pas une nouveauté. Comme Nicolas Hulot démissionne, il dit qu'il y a un lobby du pétrole et il y a un lobby bancaire qui sont beaucoup trop écoutés. Je pense que ces lobbies sont forts dans tous les pays, mais que les dirigeants français sont beaucoup trop à leur écoute. Et donc c'est pour ça qu'il faut un mouvement citoyen très, très fort, de façon non violente, mais de façon très ferme. Où ça en est dans les autres pays, en Belgique, en Hollande? La Belgique vient Est-ce que les pays du Sud, par exemple, est-ce que les pays du Sud participent beaucoup parce qu'ils sont aussi en première ligne quand même? Le ministre italien a dit que c'était une de ses priorités. Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, président du Conseil espagnol, est un des premiers qui avait signé notre texte il y a 3 ans. Donc ils sont d'accord. La Belgique, bonne nouvelle, est un des pays qui bloquait il y a 5 ans. Et la nouvelle coalition, depuis 1 mois et demi, Pierre, et l'a mis dans son accord et hier, à l'Assemblée nationale belge, à la Chambre, il y a eu un débat. Un ami député socialiste a posé la question au ministre des Finances, qui est un homme de droite, mais qui a répondu très positivement. Et il y a, sans trahir le secret de nos discussions informelles avec tel ou tel ministre, il y a actuellement un débat très serein et clair au sein du gouvernement belge pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que le gouvernement belge peut le mettre effectivement plus loin? C'était la demande des députés hier après-midi, on est en direct à la Chambre. D'autres pays bougent, la Pologne était hostile, et puis là, la Pologne, c'est vraiment pas ma famille politique, mais la Pologne a fait le Premier ministre polonais, c'est pas un économiste isolé, le Premier ministre polonais, le 27 février, dans le Financial Times, a dit oui, nous sommes d'accord pour une taxe sur les transactions financières. Donc il y a plusieurs pays qui bougent, et je le répète, il n'y a pas besoin de l'unanimité. Même s'il n'y a que 10 ou 15 pays, on peut commencer. Et ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait mettre une grosse carotte. Donc personne ne peut bloquer, mais on pourrait mettre une grosse carotte pour que tout le monde ait envie de rentrer dans la coopération renforcée, dans le groupe de pionniers, en disant, si vous êtes dans cette coopération renforcée, il y aura 2 avantages. Vous n'aurez pas remboursé l'argent du plan d'urgence et vous aurez plus d'argent pour le climat et pour l'emploi. Le plan d'urgence, c'est l'argent qui va arriver à partir de janvier prochain pour aider tous les pays face à la crise. Par exemple, quand Emmanuel Macron ou M. Castex annoncent 100 milliards de plans d'urgence en France, ils sont honnêtes, ils disent qu'il y en a 40 milliards qui viennent de l'Europe. Donc la France va d'abord recevoir 40 milliards pendant 2 ans, ce qui va bien nous aider. Mais après ça, la France va rembourser 67 milliards. Comme c'est un pays riche, elle va rembourser plus que ce qu'elle gagne. Donc la France va devoir rembourser 67 milliards sur 30 ans. Donc il y a une question très simple que j'aimerais poser à M. Emmanuel Macron, je pense qu'il nous regarde comme tous les soirs. Qui va rembourser ces 67 milliards? Ou un de ses conseillers, non mais sans rire. On a des coups de fil de l'Élysée, quand France Inter, France Culture, Le Monde, Libé, Ouest France, voilà, ils savent qu'on est là. Donc il est tout à fait possible, sérieusement, et on respecte, c'est un dialogue important. Donc qui va rembourser les 67 milliards que doit la France? Est-ce qu'on va augmenter les impôts sur monsieur et madame tout le monde? Gare aux gilets jaunes. Est-ce qu'on va couper dans les retraites? Est-ce qu'on va faire encore une réforme courageuse, la 8e réforme courageuse des retraites? On rabote, et du système de santé. Ou est-ce qu'on va dire, on crée une taxe sur la spéculation au niveau européen? La France n'aura pas 1 centime à rembourser, pas 1 centime. Elle va gagner 40 milliards, mais n'aura rien à rembourser. Et les 67 milliards resteront dans les caisses de la France pour les systèmes de santé et pour la recherche et pour les retraites. Donc voilà, c'est un choix très clair. Maintenant, la France, et on a remercié Merkel et Macron, et j'ai envoyé des messages, des SMS à Emmanuel Macron pour dire en juillet, bravo, ce plan d'urgence est vraiment nécessaire. C'est la première fois qu'il y a une dette commune pour aider les pays du Sud. Ça a de l'allure, honnêtement, ça a de l'allure. Je ne suis pas un fervent partisan de Macron, mais je trouvais qu'il avait vraiment joué un rôle. Mais maintenant, c'était pour éviter l'effondrement du vieux monde, et c'était tout à fait utile. Mais maintenant, comment on rembourse ce plan de relance et comment on prépare l'avenir? L'avenir, c'est investir dans la santé, dans la recherche, dans le climat, et ça, il faut de l'argent. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir fait... Tu sais bien que c'est presque un vœu pieux. Tu vois bien que la recherche en France, tout est parti dans le privé. Tout ce qui était l'excellence française, où on ne paye pas bien les chercheurs, ils vont dans le privé. Enfin, c'est toujours la même musique, quel que soit le domaine. Mais bien sûr, la dernière prix Nobel il y a 3 semaines est une Française qui avait le tour du monde parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des bonnes conditions. Oui, hélas. Mais oui, mais tu sais bien, en fait, c'est toujours la même question qui se pose. Moi, j'entends bien ce que tu dis et je le comprends, et je suppose que tu as travaillé très sérieusement comme on le faisait ensemble quand on travaillait. Il y avait, c'est chiffré, tu as passé du temps, tu es quelqu'un d'opiniâtre, je le sais, je vois comment tu travailles, je sais comment tu fonctionnes. Mais quand on est face à un mur qui est presque un mur, enfin, qui est pas presque, qui est un mur idéologique, j'ai l'impression que, tu sais, il y a 40 ans, on disait que les idéologues, c'était les communistes, les socialistes même, les anarchistes, avaient une idéologie qui était mortifère et qu'il fallait absolument pas s'approcher de ces gens. Ce qui n'était pas entièrement faux, surtout. Mais aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'il y a une idéologie qui veut qu'une taxe,
ça ne peut pas exister. Il faudra appeler ça autrement, dire qu'on appelle ça une contribution, qu'on appelle ça une cotisation pour tous les spéculateurs. On leur dit c'est une cotisation que vous payez. C'est pas taxé, on vous taxe pas. Vous allez cotiser. Ça a l'air d'être de bon. Tu sais, c'est de mon plein gré que je participerai. Mais tant pis, il faut peut-être passer par là. J'ai l'impression aujourd'hui, et c'est pour ça que les combats que tu mènes, et je te soutiens là parce que on se connaît bien et que je t'apprécie énormément. Mais normalement, ces combats-là, j'ai l'impression qu'ils sont perdus d'avance parce que des Macron, des Sapin, des Hollande avant lui sont des idéologues. Bruno, le monde, la crise, ils sont banquiers avant tout. Ok. A priori, tu as raison, mais il y a quand même un fait nouveau. La crise est tellement grave, je pense que ni toi ni moi, même début avril, on aurait pensé qu'Angela Merkel allait proposer 500... Pardon, Bruno, les choses bougent. Toutes les crises ont été graves jusqu'à aujourd'hui. Pardon, les 500 milliards de dettes communes, personne ne pensait, j'ai eu un très haut fonctionnaire allemand 2 semaines avant l'annonce, il me disait Merkel ne peut pas se permettre ça. C'est quelqu'un que je suis en confiance, que j'ai vu quand j'étais à Berlin, voilà. Il me dit Angela Merkel ne peut pas se permettre ça, elle n'acceptera pas tellement qu'elle a peur de la droite allemande, elle a peur de la réaction des Pays-Bas. Et 2 semaines après, tu avais une annonce de Macron et Merkel qui disait nous voulons 500 milliards de dettes communes pour aider tous les pays et surtout les pays du Sud. Donc c'était la première fois et Merkel a convaincu son peuple. Un sondage 3 semaines après dit que Merkel a raison de faire un effort historique parce qu'on est dans une crise historique. Et au début, il y a 4 pays qui ont dit non. Quand Merkel et Macron proposaient ça, il y en a 4 qui ont dit jamais, jamais, jamais. Et puis le 21 juillet, il y avait un accord, peut-être pas à 500 milliards, mais à peu près à 400 milliards. Voilà. Donc ça veut dire que si on se donne les moyens de faire bouger les choses, et si la France et l'Allemagne, évidemment l'Europe c'est 27 pays, c'est pas seulement la France et l'Allemagne, mais quand même quand la France et l'Allemagne prennent une initiative et disent on a évité l'effondrement avec le plan d'urgence, mais maintenant il faut savoir qui le paye ce plan d'urgence et comment on prépare l'avenir. Et s'ils disent oui, 82% des Allemands sont pour la taxe sur les transactions financières. 82%. En 2014, Angela Merkel était allée à Londres pour dire aux Anglais « shut up, arrêtez votre veto ». Donc c'est depuis 2014 que Merkel est engagée pour la vraie TTF. Et ce que j'ai dit l'autre jour à un ministre de Macron qui disait que je commençais à les énerver, j'ai dit écoute, peut-être que je vous énerve, mais tu sais qu'il y a 5 responsables allemands en 10 jours qui m'ont dit est-ce que la France va bouger ? Vos arguments sont bons. Oui, c'est le seul moyen de débloquer la négociation sur le climat. Oui, vous avez raison. Oui, c'est prêt techniquement. Oui, 82% des Allemands sont pour. Oui, Merkel était d'accord en 2014. Mais Merkel n'a pas envie de se prendre un râteau. Et Angela Merkel n'a pas envie de prendre une initiative et que la France prenne 8 mois pour dire non, pour répondre finalement non. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important, et je le redis, s'il y a des gens du Quai d'Orsay ou de l'Élysée qui nous écoutent, voilà, il est vraiment important que la France bouge. Macron a eu un rôle positif pour faire bouger Merkel, et maintenant, il faut que le gouvernement français bouge réellement. Qu'est-ce que tu peux répondre alors à ceux qui disent que l'Europe, visiblement, là, comme tu le décris, en fait, la France a un pouvoir de nuisance terrible, même si tous les autres pays sont visiblement plus d'accord avec toi que peut l'être ton propre pays. C'est pas avec moi, on est des millions à avoir mobilisé. On est bien d'accord. Oui. Donc, en fait, j'ai 2 questions. Qu'est-ce que nous, on peut faire ? Quand tu dis qu'il faut une mobilisation populaire, qu'est-ce que exactement des individus comme moi peuvent faire, autour de quel organisme on peut faire, et qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui seraient tentés de te répondre, j'en fais pas partie, je préfère le dire maintenant, mais qui pensent j'en fais pas partie, qui pensent que l'Europe est le problème. En tout cas, l'Union européenne telle qu'elle est faite est le problème et pas la solution. Non, l'union à l'unanimité, pour être poli, c'est insupportable. Voilà. 27 pays qui sont d'accord. Non, mais tu vois, à Nouvelle-Donne, tu étais parti parce qu'il y avait des conditions démocratiques qui commençaient à te. Voilà, parce que quand tout le monde va être d'accord pour négocier pendant 3 mois, c'est déjà. Voilà. Donc voilà. Donc, écoute, OK, on a changé depuis. Nouvelle-Donne, c'est toujours démocratique, mais c'est un peu plus simple. Voilà. C'est devenu une dictature. Non, pas encore, mais tu en avais un peu marre de quand tout le monde est ici. Voilà. Et voilà. Donc, l'unanimité, c'est juste insupportable et c'est la place pour la paralysie ou le poids des lobbies. C'est pour ça que le Parlement, dans le texte qui a été voté ce matin par 70, dit on n'attend pas l'unanimité et juridiquement, on peut y aller avec un groupe, la coopération renforcée, ce que la Commission européenne nous a confirmé par écrit avant-hier. Donc, il n'y a pas d'excuse. Si Emmanuel Macron est d'accord, il le dit et on a évidemment une force de propulsion. Il y a déjà 9 pays qui sont d'accord et si Macron et Merkel disent en une semaine on veut sauver le sommet sur le climat, le monde entier nous regarde pour savoir si l'Europe va faire des rustines ou va faire des choses en grand. Si Emmanuel Macron envoie un message à Angela Merkel pour dire est-ce qu'on peut se parler, je suis en train de bouger, ça aurait l'allure qu'on fasse l'acte 2. On a fait l'acte 1 avec le plan d'urgence, éviter l'effondrement. L'acte 2, c'est préparer la suite avec plus de moyens et plus de justice fiscale. Si Emmanuel Macron, dans 3 jours, envoie un SMS ou appelle à Angela Merkel, il y a une dynamique, évidemment. C'est mûr, tout est prêt techniquement. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout le monde peut aller sur le site taxonlaspéculation.eu.
vous prenez 2 minutes et s'envoie un mail à Angela Merkel, à Emmanuel Macron, s'envoie des tweets. Et puis, j'ai déjà dit ça à tout le monde, mais toi aussi, Bruno, tu as un certain petit talent de formule. On est des millions à s'être bidonnés, en même temps avoir mieux compris les questions politiques et économiques et à s'être bien amusé, pour être poli, je suis quand même rapporteur du budget, avec tes textes. Je suis rapporteur du budget, hein, ça le fait. Donc, si tu nous fais 3 minutes, non mais Bruno, est-ce que tu prends le week-end pour réfléchir? Est-ce que tu prends le week-end pour réfléchir et tu fais 2 minutes d'une vidéo qui dit bien les choses? Et je suis sûr qu'elle peut cartonner bien plus que mes vidéos à moi. Et je serai très heureux de diffuser tes vidéos. Est-ce que tu peux faire ça pour lundi? Est-ce que tu nous fais une petite vidéo? Ben, là, si je te dis non devant tout le monde, Tu vas être ridicule. Fallait pas venir. C'est le piégeur du siècle. Évidemment que je vais te la faire, ta vidéo. Excellent. Et non, mais je vais te faire quelque chose. Si c'est une contribution et que, en fait, tu as raison sur les moments dans la vie. Il y a des moments où on peut se retrouver sur des choses et que les moments où on peut se retrouver sur des choses sont si rares qu'il faut en profiter. Et puis surtout, j'aimerais tellement que tu arrêtes de mettre ta santé en danger. Ne t'inquiète pas. Je vais bientôt arrêter. Je n'ai aucune envie d'aller aux urgences. Non, mais le médecin, j'ai encore eu un appel du chef des médecins tout à l'heure qui me dit que si je continue encore trop longtemps, je risque de faire un malaise, pas grave, mais qui m'enverront obligatoirement aux urgences pendant 24 heures. Je suis député. Et j'ai aucune envie. Les gens des urgences ont des problèmes beaucoup plus graves à régler. Donc, je l'ai bien dit que je réfléchissais et que dans les prochains jours, je vais m'arrêter. Je n'ai pas envie d'aller aux urgences. Je suis heureux dans la vie. Je n'ai pas envie de mourir ni de compliquer la vie des urgences. Mais simplement, je vais bientôt arrêter ma grève de la faim. Je pense qu'il y a eu un effet déjà, on a lancé le débat. Et il faut qu'on continue de façon très, très collective pour gagner la bataille. On a lancé quelque chose, il faut qu'on... Voilà, donc merci pour ta vidéo. Tu as jusqu'à lundi 18h. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. D'ailleurs, Bruno... on te laisse parce qu'il y a encore un ami qui nous attend, Bruno. Mais on se reparle très vite. Eh ben, saluez-le pour moi. Je te salue. Courage à toi et bravo pour ce que tu fais. Tu auras ma vidéo avant lundi 18h. Salut Ego. Un grand merci. Merci à beaucoup, bientôt. Bruno Gassio. Ciao. À bientôt. C'était d'ailleurs ici une idée qui revenait beaucoup, une proposition. Imaginez un dialogue entre Emmanuel Macron et toi, mais signé par Bruno Gassio. Et Bruno, voilà, dans le cadre des Guignols. Hein, donc tu fais des extraits d'Emmanuel Macron, tu dialogues, voilà. Tu as 3 vidéos d'ici, on va dire jusqu'à mardi. 3 vidéos pour mardi. Il faut que je fasse du montage. Hasta luego. D'accord, oui. Un dialogue avec Macron en reprenant le best-of d'Emmanuel Macron, son discours à l'ONU, son discours « La planète est en feu ». Voilà. Je suis sûr que tu peux le faire. C'est gratuit l'idée. Allez, on embraye. Merci beaucoup. À bientôt. Ah là là, Bruno Gassio. Moi, j'étais comme un gamin, un môme, à vous écouter échanger. C'est vrai, vous étiez dans ce collectif Roosevelt ensemble. Avec Michel Rocard, avec Stéphane Hessel, il y a des copains, Michel et d'autres qui avaient créé, Michel Serma qui l'avait créé en Belgique, il y avait plein de gens bien en Belgique qui s'étaient engagés. Et on avait fait 15 propositions. On espérait que François Hollande serait élu face à Sarkozy, mais on savait que le programme de Hollande était très très décevant. On ne pensait pas à ce point-là. Voilà. Donc on avait fait 15 propositions en s'inspirant du New Deal, de la nouvelle donne de Roosevelt. Quand Roosevelt arrive au pouvoir, le pays était sinistré, les gens ne croyaient plus à rien. Le président, avant, c'était Hoover, son surnom, c'était Do Nothing, n'a rien foutu pendant 4 ans. Donc les gens pensaient qu'il n'y avait aucune solution si le président n'a rien fait. Voilà. Et Roosevelt, alors qu'il est plus tout jeune, qu'il est paralysé, il fait passer 15 réformes en 3 mois. Il fait passer 15 réformes en 3 mois. Il y a une efficacité politique incroyable. Roosevelt parle aux citoyens. Il ne les prend pas pour des imbéciles. Ce n'est pas une fois qu'il est élu qu'il dit « Je suis Jupiter, je ne parle plus à personne ». Toutes les semaines, mes amis, je vais vous expliquer comment marchent les banques. Et demain, je ferme les banques. Et dans 3 jours, j'aurai fait voter la loi qui réforme les banques. Et ça marche. Et mes amis, je vais vous expliquer pourquoi le revenu des paysans a tellement diminué. Et demain, je fais approuver par le Congrès une réforme des marchés agricoles. Et les 2 chambres votent le même jour et Roosevelt signe le soir. Donc en 3 mois, il fait passer 15 réformes qui changent la vie quotidienne des gens, qui leur redonnent de l'espoir. 2 ans plus tard, il a l'honnêteté de dire « Mes amis, ce qu'on a fait au début ne suffit pas. Il faut un deuxième New Deal. » Voilà. Et globalement, il s'est donné les moyens. Et il n'a pas fait des grands discours, il a agi pour créer des millions d'emplois, pour protéger les forêts, pour améliorer le revenu des paysans. Il a triplé le budget fédéral. Donc là, nous, on est tout contents, le Parlement, parce que dans un cadre super contraint, l'équipe qui négocie a obtenu 1% de plus. Roosevelt, c'est x3, donc plus de 100%. Voilà. Donc, est-ce qu'on est... Alors, et sinon, si on n'est pas capable de faire un effort aussi colossal que Roosevelt, le monde a changé, mais si on n'est pas capable de faire des choses en grand, on va vers le retour des années 30, du point de vue social, et le mélange. Si notre système hospitalier ne va pas bien ou s'effondre, si on a une crise sociale gravissime, et si le climat part en vrille, ce n'est pas dans 40 ans, comme le disait Mathieu tout à l'heure, c'est dans 10 ans, dans 15 ans, qu'on va se détester. Ça va être l'horreur, il y aura des scènes de panique, quand tout le monde comprendra que c'est trop tard,
et qu'on va vers le gouffre climatique, il y aura des scènes de panique. Ben là, ce sera chacun pour soi. Moi, je garde mes réserves d'eau et tant pis pour vous. Et les gens vont détester les dirigeants politiques. Les dirigeants politiques qui n'ont rien fait vont se faire humiliés par leurs enfants ou se faire jeter des cailloux, et ce sera mérité. Donc on est dans cette période où on peut encore agir. Il n'est pas trop tard, ni pour éviter la crise sociale. Je parlais l'autre jour du système qui travaillait moins pour licencier moins. En Allemagne, il y a eu 1 500 000 salariés qui, au lieu d'être licenciés en 2008-2009, ont baissé le temps de travail et on a maintenu 95% du revenu. Donc est-ce que l'Europe aide pour mettre en place que ce soit la règle générale? On peut donner de l'argent aux hôpitaux et on peut investir massivement dans le climat. Voilà, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour gagner, c'est pas un budget pour Bruxelles, ce n'est pas pour créer une taxe. Notre but n'est pas de créer une taxe. Notre but est d'un peu plus de justice fiscale pour avoir les moyens d'agir. Ou une contribution, hein, comme disait Une contribution. Bruno Gassio. On retient, c'est la contribution sur les transactions financières. Bonne idée. Bonne idée. Thierry Baudet, notre prochain invité, président de la Fédération nationale de la mutualité française. Thierry, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous êtes déjà bien installé avec nous? Parfaitement installé, je vous vois, je vous entends. Bonjour à tous les deux. Merci Thierry, vraiment désolé de ce retard. Ça doit faire un bon moment que vous attendez. Pas de souci. On avait des invités trop bavards et on est aussi trop bavards. Vraiment désolé. Merci beaucoup d'être resté. Un grand merci d'être avec nous, Thierry Baudet. Alors, avant de vous poser quelques questions avec votre casquette de président de la Fédération nationale de la mutualité française, j'avais envie de revenir à votre casquette d'instituteur. Je pense que vous êtes instituteur de formation. Au fond, quel message avez-vous envie de transmettre ce soir en étant parmi nous? Dans la période que nous vivons, c'est d'abord un message de soutien et de solidarité aux enseignants qui font un travail formidable. Et je me dis que l'école tient. Les conditions ne sont pas simples pour les enseignants avec les protocoles qui varient d'une semaine à une autre, mais ils sont fidèles au poste dans des conditions qui ne sont pas difficiles et ils font tout pour éviter que beaucoup de nos jeunes décrochent. Enfin, je trouve que ce qu'ils font est tout à fait admirable. On a beaucoup applaudi en France pendant le premier confinement les professionnels de santé. On a bien fait. Moi, j'ai une pensée toute particulière aussi pour les enseignants qui font un travail remarquable. Et Pierre, quel message as-tu envie de transmettre à... Non, mais, évidemment d'accord à 100%. Évidemment d'accord à 100%. On était des milliers place de la République il y a 3 semaines pour dire qu'on ne pouvait pas accepter qu'un enseignant soit décapité parce qu'il enseigne la liberté de penser, la laïcité. Voilà, mais même sans parler de ces situations horribles, chaque instituteur, chaque professeur fait un travail très, très compliqué en ce moment. Ma femme est prof et je sais que ce n'est pas facile d'enseigner. Et sinon, il y a un risque de décrochage terrible et qui va encore accroître les inégalités. Les enfants des bonnes familles auront des parents qui pourront les aider et sans caricaturer, parce qu'il y a aussi des familles modestes où les parents font un énorme effort, donc évitons les caricatures, mais il y a quand même un risque que les enfants qui ont déjà un bagage culturel plus faible décrochent, ce qui serait vraiment dramatique. Donc tout à fait d'accord. Merci Thierry de rappeler qu'on peut aussi les applaudir. Alors Thierry, je pense que vous avez tenu un journal depuis le 10 mars et la création du Conseil scientifique du Covid-19 au 20 mai, plus ou moins, dans la foulée de l'annonce d'un Ségur de la santé. Ce journal, il a été publié, c'est le journal d'une crise, de l'urgence du Covid aux soins du quotidien. À travers votre poste, qui est un poste assez unique, à la fois d'observation et d'action, quelles observations et actions précisément marquantes pouvez-vous nous partager pendant cette période que nous traversons? Écoutez, à travers ce journal, c'est une manière pour moi, j'allais dire, de consigner ce qui se passait, de m'obliger à réfléchir. Et puis comme la crise était d'abord une crise sanitaire, la mutualité française s'est retrouvée en première ligne sur tous les fronts, quoi. Et donc moi, ce que j'ai observé d'une manière générale, et puis plus largement en regardant ce qui se passait dans la mutualité, c'est qu'avant le début de la crise, on avait un système de santé qui était au bord de l'implosion. En France, on avait les personnels hospitaliers
qui avait dit qu'il n'en pouvait plus. On avait eu les personnels des EHPAD, les maisons de retraite médicalisées, qui nous disaient qu'elles n'en pouvaient plus. Et j'allais dire, malgré ce système de santé au bord de l'implosion, le système a tenu parce que les professionnels de santé ont été admirables, parce qu'ils ont su s'engager, ils ont su inventer, ils ont su s'adapter. J'ai été très frappé de constater que beaucoup de solutions ont été trouvées dans la proximité des territoires, ou des coopérations nouvelles entre acteurs du public, entre acteurs du privé non lucratif notamment, se sont mises en place, et notamment parce que beaucoup d'acteurs ont su s'affranchir d'un certain nombre de règles qui étaient autant de carcans administratifs. Donc je trouve qu'on a découvert tout le potentiel que recelait l'intelligence des territoires, l'intelligence des acteurs. Et moi, une des leçons que j'ai retenues, c'est qu'on avait intérêt à faire le pari des territoires, le pari des acteurs. Ça, c'était un premier élément. Le deuxième élément que j'ai observé, pour rester sur le terrain sanitaire, c'est que, je vais être un peu caricatural dans ce que je vais dire probablement, mais le premier confinement, ça a été finalement la grande affaire de l'hôpital, et surtout d'ailleurs dans un premier temps de l'hôpital public, encore une fois, avant que les coopérations avec le privé se mettent en place. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que finalement, c'est comme si on avait fait face à cette première crise sanitaire avec la moitié de la ressource médicale disponible dans notre pays. J'exagère un peu, mais les professionnels de ville, la médecine libérale a été finalement assez peu associée, assez peu sollicitée. Et je trouve qu'on doit en tirer des enseignements sur le système de santé français, qui est un système extraordinairement hospitalo-centré, et on voit bien tout l'intérêt qu'il y a à mieux penser l'articulation entre la ville et l'hôpital. Il y a une conviction que la mutualité française porte depuis très longtemps, c'est que la médecine de ville est naturellement un maillon essentiel, un maillon premier, et elle serait, de notre point de vue, plus efficace, plus opérante, si l'exercice isolé qui demeure la règle pour beaucoup de professionnels de santé, finalement, petit à petit, laissait la place à un exercice plus collectif et un exercice plus coordonné. Donc ça, ce sont mes premières observations au niveau sanitaire. On a vu naturellement, si je fais une troisième observation, on a vu combien cette crise de la Covid, elle mettait sous nos yeux de manière beaucoup plus crue des inégalités qui préexistaient à la Covid, mais que là, on a vu de manière beaucoup plus forte, et qui, à certains moments, naturellement, se sont renforcées de par la crise de la Covid. On n'a pas tous vécu le même confinement, les conditions de logement, les conditions de travail notamment n'étaient pas les mêmes pour tous. Et puis, si j'ai un tout dernier élément, pardon d'être un peu long, mais moi j'ai envie d'être optimiste. Et ce qui m'est apparu aussi pendant le premier confinement, c'est qu'à certains moments, on a perçu finalement tout le potentiel d'une société de la bienveillance, de l'attention à l'autre. On a vu émerger des solidarités nouvelles qui se sont organisées. Je pense que probablement, comme jamais, à la ville, dans les campagnes, on s'est préoccupé de nos voisins, des personnes âgées vulnérables. On a davantage dialogué avec ces commerçants qui continuaient de nous accueillir, qui étaient derrière leur étal. On a appelé des personnes vulnérables, et on a vu finalement tout ce potentiel d'une société de l'attention à l'autre. Moi, c'est ce que j'ai appelé dans mon ouvrage le soin mutuel. Le soin mutuel, c'est une société dans laquelle chacun prend soin de chacun, dans laquelle la société prend soin de chacun, et dans laquelle chacun prend soin de la société, prend soin de la planète. Et je pense que ce projet de soins mutuels, il est porteur d'espoir pour l'avenir, et il peut tous nous fédérer. Voilà, comme ça, un peu à chaud,
en réaction à votre question, quelques éléments que j'ai voulu un peu mettre en évidence dans ce petit journal. Alors Thierry Baudet, on n'a plus beaucoup de temps, mais dans ce projet de soins mutuels, dans quelle mesure la taxe sur les transactions financières, pour laquelle ici Pierre et toute son équipe se bat, dans quelle mesure elle pourrait aider à renforcer ces soins mutuels? Et en quelques mots, désolé, on n'a plus beaucoup de temps. Écoutez, je vais faire vite et je voudrais dire que dans notre pays, je pense qu'on a un bon système de santé parce qu'on se sert d'abord de la carte verte avant la carte bleue. Mais que la carte vitale avant la carte bancaire, mais que toutes les réformes successives, elles sont marquées du signe moins. Et je l'ai dit, on a assisté ces dernières années à une paupérisation de l'hôpital, notamment de l'hôpital public. Il y a une crainte à la fois des Français et des professionnels de santé. Et tout cela résulte d'une volonté, j'allais dire, de mise sous contrainte des dépenses de santé, comme s'il fallait que les dépenses de santé, globalement, elles restent dans un étiage autour de 11% du PIB. Pour moi, les dépenses de santé, naturellement, elles vont croître pour tout un tas de raisons que je pourrais évoquer, le progrès médical, le vieillissement de la population, les maladies chroniques, les pandémies. Et vouloir caper les dépenses de santé en pourcentage du PIB, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun lien entre le PIB et les dépenses de santé. Est-il légitime que la part de la santé dans le PIB n'augmente pas? Pour moi, ce n'est pas légitime. Sans ça, on aura une santé à deux vitesses pour ceux qui auront les moyens et pour ceux qui n'en auront pas. Ça mériterait un débat démocratique. Je regrette qu'il n'y ait pas ce débat démocratique. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'il faut consacrer davantage de ressources à la santé parce qu'encore une fois, les dépenses de santé vont croître. Y consacrer davantage de santé, ça ne veut pas dire pour nous les mutualistes, on a parlé, vous avez dit que j'étais instituteur, ça ne veut pas dire pour nous consacrer moins de ressources à l'éducation ou à la justice, ça veut dire qu'il faut trouver des recettes nouvelles et de notre point de vue, taxer les transactions financières peut-être est légitime pour contribuer aux recettes nouvelles dont notre système de santé a besoin, parce qu'encore une fois, c'est un bien supérieur et pour tout un tas de raisons, les dépenses de santé vont naturellement continuer à augmenter dans notre pays et c'est heureux. Merci beaucoup, nous sommes très heureux, Thierry Baudet, de vous avoir accueilli parmi nous, président de la Fédération nationale de la mutualité française. Merci Thierry. Complètement d'accord, j'approuve 100% de ce que vous avez dit. Je vais lire votre prochain bouquin dès que j'ai un week-end de repos. Non, mais je pense que la question de la santé est trop importante pour continuer la logique néolibérale qu'on voit depuis 20 ans. L'autre jour, on avait reçu 2 médecins qui sont l'un urgentiste, l'autre cardiologue, qui protestent contre le manque de moyens. Et je citais quelque chose qui m'avait vraiment choqué. En 2006, vous devez vous en souvenir, c'était Rosemarie Vanderberg qui était la patronne des hôpitaux de Paris. Et son dernier grand discours comme patronne des hôpitaux de Paris, c'était devant les journées d'été du MEDEF, où elle disait « il faut faire plus avec moins, il faut faire plus avec moins ». Elle avait répété 5 fois, elle était très contente de sa formule. Accueillir plus de malades avec moins d'argent, soigner des maladies plus compliquées avec moins d'argent, des maladies plus longues avec moins d'argent. Il faut faire plus avec moins. 3 semaines après ce discours magnifique, elle quitte les hôpitaux publics de Paris et elle est la patronne de Korian. Voilà. Et 2 mois plus tard, en novembre, voilà la note qu'elle met pour les marchés financiers quand Korian va lever des fonds. Voilà, j'ai retrouvé grâce à Google. Voilà. Elle explique que Korian veut un grand projet de développement, plus 5 000 lits. Ah, c'est pas faire plus avec moins, c'est plus 5 000 lits. Elle explique aux futurs actionnaires qu'elle veut 500 millions d'euros d'investissement. Il y a 3 mois, il fallait faire plus avec moins quand on était dans le public. Mais là, il faut créer 5 000 lits de plus et 500 millions d'euros et elle promet que ce sera très rentable. Donc c'est juste scandaleux. Toujours moins d'argent pour l'hôpital public à la disposition de tous et des investissements privés avec une forte rentabilité pour ceux qui auront les moyens d'aller dans des cliniques privées ou des maisons de retraite privées. Donc c'est scandaleux. Pierre me dit qu'il faut arrêter. Merci aux équipes techniques. On avait dit non mais merci à Thierry d'avoir attendu si longtemps. J'espère qu'on se revoit bientôt. On devait se voir bientôt quand vous alliez à Bruxelles et puis le virus nous a empêchés. Mais j'espère que le virus va se calmer et qu'on pourra se voir. Je lis votre bouquin et on continue le combat ensemble. Voilà. Et je redis encore, merci beaucoup Thierry. Merci bon week-end. Et je redis encore à tous ceux et celles qui nous écoutent, chacun de nous peut changer le monde. C'est la belle phrase de Václav Havel. Quand le mur de Berlin est tombé, ce n'est pas les grands chefs qui ont décidé de faire tomber le mur, c'est des citoyens qui en avaient marre du système. Vous pouvez aller sur taxonslaspéculation.eu, taxons la spéculation. En 3 minutes, vous envoyez un mail à Merkel, à Macron et des tweets. Et puis chacun de vous peut rediffuser nos vidéos. Si vous allez sur mon compte Twitter ou sur Facebook ou d'autres vidéos qui circulent, il y a maintenant plein de vidéos qui circulent pour expliquer notre combat. Et vous pouvez faire votre propre vidéo. Comme Bruno Gassio. Comme Bruno Gassio. Et peut-être vous ferez mieux que Bruno Gassio ou que tout va bien, qui est déjà à 2 500 000 vues. Merci beaucoup Pierre. Merci Pierre. On se retrouve pour un prochain live prochainement. La semaine prochaine. Bon week-end à tous. Bon week-end.